Bienvenue, bonjour à toutes et à tous ici en Haute-Loire au Puy-en-Velay. Bonjour à toutes et à tous en ligne. Bonjour à nos intervenants à distance qu'on va retrouver dans quelques instants. Bienvenue donc à Eritech, donc sur la dernière matinée de cette deuxième édition du Forum Eritech dédié aux technologies mises au service du patrimoine. C'est bien un éclaircissement, d'ailleurs soufflé par Pascal Payen-Penzeller du Geste d'Or, que je voudrais vous adresser en ouverture de cette conférence. Eritech, c'est le numérique au service des patrimoines et des expériences humaines que le patrimoine permet de vivre, ce patrimoine commun de l'humanité, qui est vivant, qui le sera, qui l'a été. Et voilà, l'idée n'est pas de faire parler les machines avec les machines. Ça, la finance s'y met très bien pour notre perte collective. Donc, le numérique patrimonial n'est pas le trading à haute fréquence. Ce ne sont pas les machines qui prennent la main. Au contraire, c'est la servitude des machines pour des expériences humaines et des expériences de partage de ce qui fait que voilà, nous sommes aussi cette humanité-là. Quand on parle de patrimoine mondial de l'humanité, c'est bien de ça qu'on parle, c'est de ces biens communs. Et ce rappel, on souhaitait le faire, puisque nous ne sommes pas dans un club de technophiles, mais dans un club d'amoureux des patrimoines au sens large et d'amoureux des territoires, et notamment de ce territoire de la Haute-Loire. Voilà. Ceci étant dit, ce matin, nous allons travailler sur ce dialogue entre l'État, les territoires, également des acteurs privés et des investisseurs privés, parce qu'il y a des financiers que nous aimons, ce sont ceux qui apportent l'ingénierie financière et la logique de retour sur investissement à des projets que souvent les territoires considèrent uniquement comme des postes de dépenses et de coûts. Ça, on le verra avec Solène Blanc, qui va nous rejoindre donc autour de cette table virtuellement. Solène Blanc, qu'on peut peut-être voilà, saluer à distance. Elle est la directrice générale d'Arnova. Solène, comment ça va? Oui, très bien. Enchantée, ravie d'être parmi vous. Donc, je suis directrice générale d'Arnova et du groupe Beaux-Arts et compagnie. Mais effectivement, on parlera, j'imagine, plus spécifiquement de cette dimension d'investissement qui nous tient à cœur. Merci, merci Solène. On salue également Martin Malvy. Monsieur le ministre, comment allez-vous? Fort bien, je vous remercie. Et j'espère qu'il est le même pour vous. C'est parfait. Ici, tout va bien. Je rappelle donc, Monsieur le ministre, que vous êtes président de Sites et Cités Remarquables de France et fondateur du réseau France Patrimoine et Territoires d'Exception. Donc, quelque part, tout est dit dans cet intitulé et on reviendra avec vous, si vous le voulez bien, sur cette initiative. Caroline Leboucher, vous êtes la directrice générale d'Atout France. Comment ça va? Bonjour, écoutez, ça va extrêmement bien. Ravie de partager avec vous cette table ronde ce matin sur le patrimoine, la culture, qui sont évidemment un des atouts phares de la France à l'international et en France. Merci. Je rappelle qu'effectivement, Atout France, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais tout le monde le sait, est en charge de la promotion touristique de la France à l'international, avec cet objectif de 100 millions de visiteurs étrangers par an. Je crois que c'est un horizon tout à fait atteignable. Autour de cette table, nous avons donc Christian Mourizard, qui est le président d'ADN Tourisme, qui nous rappellera ce qu'est ADN Tourisme. Ce sont l'ensemble des acteurs de la promotion touristique dans les territoires, mais il vous expliquera mieux que moi ce que c'est. Christelle Michel, qui est donc conseillère départementale de Haute-Loire déléguée au numérique, qui partage avec nous cette table ronde et qui est elle aussi bien déterminée à mettre le numérique au service de son territoire. Avec nous également Serge Parianti, donc co-organisateur d'Eritech et fondateur de Suneido, avec qui on abordera les aspects de filière, puisqu'il y a aussi, comme ceux qui nous suivent depuis mardi après-midi le savent, un objectif de filiariser l'Eritech, comme il y a une medtech, une fintech, une sporttech, une foodtech à Dijon. Demain, sans doute une Eritech ici en Haute-Loire. Et puis Marc Drouet, donc merci de représenter Madame la Ministre, certes au pied levé, puisqu'elle a été sollicitée sur le sommet africain par le président de la République, mais vous en êtes témoin, déterminée à nous rejoindre. Donc je vous laisserai naturellement présenter voilà, ses salutations à l'audience. Et Nicolas Orsini, qui a intégré votre équipe, Marc Drouet, au sein de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, qui est en charge de l'innovation
et du numérique, et ont partagé qu'effectivement, votre DRAC est la première, et donc pour l'instant la seule, à bénéficier d'un profil de ce type dédié à l'innovation. Les présentations étant faites, j'aimerais commencer avec vous, Marc, pour à la fois évoquer la politique et les ambitions nationales sur cette question assez spécifique des patrimoines et du numérique. À quoi ça sert, pourquoi le faire, comment le faire, et comment ça s'inscrit dans la stratégie globale concernant les industries culturelles et créatives. Et puis, peut-être resserrer la focale sur les belles opportunités qu'il y a dans cette région, en particulier en Auvergne-Rhône-Alpes, compte tenu du contexte. Voilà. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, effectivement, je vous présente les regrets de notre ministre de ne pas pouvoir être avec vous physiquement, puisqu'au dernier moment, elle a été mobilisée pour ce sommet international. Mais elle aura l'occasion d'ailleurs d'adresser un message qu'elle va enregistrer à l'issue du sommet et qui sera disponible en ligne sur le site d'Eritech. Et puis surtout, elle est entrée dans une phase très active, j'y reviendrai, de présentation du projet d'investissement d'avenir du ministère de la Culture, qui est doté au niveau national de 400 millions d'euros et qui vise justement à soutenir toutes ces initiatives dans le secteur des industries culturelles créatives, dans la finalité et avec l'objectif très clair de soumettre le numérique aux politiques culturelles, comme Eritech le décline ici en disant soumettre le numérique aux politiques patrimoniales. Le constat dramatique, d'une certaine manière, que l'on fait, c'est un constat d'ailleurs qui a été présenté hier, c'est l'actualité, par Florence Parly, ministre de la Défense. Et moi, je tiens à saluer, à souligner cette initiative très intéressante du ministère de la Défense qui s'interroge sur l'avenir de notre monde. Et on peut le comprendre, puisque en termes de doctrine, de stratégie, c'est vraiment très important d'anticiper les évolutions à venir de notre monde. Et le ministère de la Défense, par rapport à ça, a une attitude très novatrice, puisqu'ils ont recruté des artistes, des créateurs, et ils les ont rassemblés au sein de ce qu'ils appellent la Red Team, et ils leur ont demandé de penser ce que serait le monde en leur ouvrant leurs archives et en leur disant voilà tout ce que nous on connaît, et vous, artistes, qui avez ce regard un peu décalé, cette capacité justement à faire un pas de côté, dites-nous ce que l'on ne voit peut-être pas et comment serait ce monde dans 20 ans, comment les scénarios pourraient se présenter. Et donc hier, Florence Parly rendait compte de la première saison de la Red Team, et un des deux scénarios glaçants qui lui ont été présentés par cette équipe, c'est un scénario qui s'appelle « Chronique d'une disparition annoncée de la culture ». Et le scénario consiste à dire, écoutez, dans 20 ans, les habitants auront tellement l'habitude de la pratique dématérialisée qu'ils seront chez eux, qu'ils ne sauront plus faire de collectif, qu'ils seront prisonniers de communautés, des communautés qui refusent la différence, et le risque sera justement d'une balkanisation du pays, voire de l'Europe, avec tout un tas de conséquences. Et si vous voulez lire dans le détail ce scénario glaçant, donc il est sur le site spécifique Red Team du ministère de la Défense, avec la présentation en vidéo. Tout ça pour dire que, évidemment, on s'en doutait un petit peu, à un moment où Google, notamment, prépare un projet d'univers dématérialisé, où chacun pourra, dans des salons, avec des avatars, inviter ses amis, vivre à distance et avoir des expériences comme, par exemple, acheter des œuvres d'art, puisque là, on a vu que le British Museum commence à proposer la vente d'œuvres d'art dématérialisées. Donc cet univers-là, avec les nouvelles technologies, il est évidemment inquiétant dès lors que, et c'est notre point de vue au ministère de la Culture c'est l'inverse, la culture c'est le dialogue, c'est l'échange, la confrontation avec la différence, et pour ça, il faut pouvoir faire commun, il faut pouvoir faire collectif, donc il faut sortir de chez soi, et il faut aller à la rencontre des autres. Le projet de plan d'investissement d'avenir, il part de ce constat, de se dire comment est-ce qu'on va parvenir à maintenir du collectif avec ce fait auquel on ne s'opposera pas. Parce que le fait numérique, il est là, et le numérique, c'est pas le diable. Le numérique, c'est un outil. Le numérique, ce sont des filières, ce sont des emplois, et c'est la capacité, d'ailleurs, pour le pays, de prendre une place déterminante dans ce secteur d'avenir, l'essentiel étant de faire en sorte que l'outil demeure l'outil de l'homme et que ça ne devienne pas un homme esclave de son outil.
Et donc, le PIA 4, c'est pas autre chose, c'est de se dire, on va s'en emparer, on va aider les entreprises françaises dans le secteur. On en a repéré de nombreuses en Auvergne-Rhône-Alpes, et à l'occasion, mais Nicolas pourra en parler, à l'occasion de la préparation de l'élaboration du PIA 4, très souvent, des exemples d'Auvergne-Rhône-Alpes sont venus alimenter la réflexion pour dire quel type d'aide ont besoin ces entreprises émergentes ou ces entreprises qui sont déjà structurées, mais pas forcément en réseau. Et sur la base de toutes ces innovations technologiques, s'en emparer pour les mettre au service des politiques culturelles. Pour les patrimoines, on en a beaucoup parlé, mais on a également, avec Roland Osé, des propositions pour continuer à faire vivre le spectacle vivant, parce que c'est important, mais en s'appuyant sur ces nouvelles technologies. La stratégie, elle est là. Donc, après, elle va se décliner de différentes manières. Ça veut dire, pour le ministère de la Culture, pour les DRAC, opérer un tournant, parce qu'on est comme vous, on est comme les collectivités territoriales, le fait numérique, on le découvre, mais on est loin de le maîtriser. Et il faut aussi développer une capacité en interne, repérer d'ailleurs parfois des profils qu'on avait recrutés sur des tâches administratives ou sur certaines spécialités, et qui par ailleurs, parce que c'est leur génération, disposent de connaissances dans le numérique et peuvent apporter une expertise complémentaire dès lors qu'on se met à travailler en mode projet, ce qui évidemment pour nous aussi, ministère de la Culture, organisé de manière verticale, de manière historique, constitue une véritable révolution. Alors pour ça, la première décision, ça a été de créer un poste adapté de directeur de projet pour le numérique, avec à la fois une partie de la mission qui consiste justement à acculturer les équipes au phénomène numérique, à préparer nos différents agents à pouvoir sensibiliser et parler du sujet, mais pour parler du sujet, encore faut-il le connaître, pour aller en direction de nos partenaires, évidemment nos premiers partenaires, les collectivités territoriales, qui ont également leur expertise, et il faut qu'on puisse dialoguer avec ces experts. Ça, c'est la première partie de la mission. Et puis la deuxième partie de la mission, justement, être en capacité d'aider les maîtres d'ouvrage, d'aider les entreprises à monter des dossiers pour être éligibles sur ce PIA 4 qui a été foisonnant dans sa préparation et qui a essayé de couvrir l'ensemble du champ des besoins. Alors c'est vrai que nous, on a eu la chance d'être peut-être sensible au projet un peu avant les autres et de repérer donc Nicolas Orsini qui travaillait en administration centrale, au ministère, il vous l'expliquera, en interministériel, à la préparation de ce PIA 4. Et on n'a pas eu de mal, je dois le dire, à le convaincre de changer de vie, de venir en province, en Auvergne-Rhône-Alpes, de découvrir les richesses de ce patrimoine et en même temps de travailler à la DRAC pour nous aider à la structuration de cette filière des industries culturelles créatives. Et je suis ravi de l'accueillir. Ça fait 15 jours qu'il est là, mais je peux vous dire qu'il était dans les starting blocks, il est parti très très vite, puis il avait une connaissance du sujet. Et donc, avec lui, on va essayer de monter cette expertise pour être en dialogue avec les uns et les autres et essayer de diffuser d'abord ce constat que Auvergne-Rhône-Alpes est très en avance sur le sujet. Les collectivités territoriales, et on le voit ici à Héritech, en Haute-Loire, se sont emparées de cette dynamique. Il y a maintenant des outils, il faut voir comment est-ce qu'on peut les utiliser au mieux. Mais je propose de donner la parole à Nicolas pour nous parler de ce projet. En lui souhaitant la bienvenue dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue Merci Nicolas. Beaucoup. Et plus particulièrement en Haute-Loire aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour votre accueil, merci à toutes et à tous d'être présents ce matin. Marc Drouet l'a parfaitement rappelé, la DRAC est pleinement mobilisée pour accompagner l'ensemble des acteurs dans le cadre de cette mise en œuvre de cette stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives dont on a pas mal parlé demain. Si vous en êtes d'accord, je me permets de prendre quelques notes pour rappeler certains concepts qu'on a pas mal évoqués ces derniers jours, mais qui semblent intéressants de rappeler ce matin, pour dire rapidement que nous vivons dans une période de transition, qu'on appelle transition numérique. Nous changeons de paradigme, celui de l'économie de production et de consommation de masse, pour entrer dans un nouveau paradigme, celui de l'économie numérique, où tout est en train de changer. Les infrastructures changent, les organisations et les entreprises changent, les filières changent, les biens, les services, les modes de vie changent. Nous entrons dans un monde dans lequel la puissance technologique, l'intelligence individuelle et collective, le partage en réseau, la personnalisation croissante des services, l'exigence accrue en matière d'expérience sont aujourd'hui au cœur et omniprésentes
dans l'ensemble des secteurs, où il paraît de plus en plus difficile finalement de planifier l'avenir et d'anticiper les usages de demain. Alors dans ce changement de paradigme qui transforme profondément la manière dont les organisations fonctionnent, questionne bien sûr les défis auxquels sont confrontés les opérateurs, les établissements, mais aussi l'ensemble des acteurs de la culture qui vont devoir en fait se confronter et on voit, met en perspective la place et le rôle des acteurs d'une filière à se structurer dans l'évolution de l'offre culturelle de manière générale. Et si je me permets de rappeler ça, c'est pour mettre en exergue que le numérique, c'est pas un phénomène lié aux fonctions de la communication, de la médiation, de la préservation ou de la conservation, mais en fait, il doit être considéré dans toutes ses composantes afin de répondre finalement aux attentes croissantes des publics et réinventer les modèles. C'est ce dont on va parler ce matin, notamment dans le cadre du patrimoine. Et donc, sur cette région aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes, au sein de la DRAC, comment envisagez-vous votre mission? Marc Drouet l'a dit, il s'agit de faire monter aussi en compétence l'ensemble des agents de l'État sur ces sujets, mais aussi peut-être les interlocuteurs naturels de la DRAC. Je pense aux propriétaires de patrimoine, je pense aux collectivités également, qui, Marc Drouet l'a souligné, ont leur propre déjà expertise parfois. Comment voyez-vous les choses? Quelle est votre feuille de route finalement? Alors, la feuille de route, elle sera à construire et construire avec vous, finalement, à construire avec l'ensemble des partenaires historiques, traditionnels, naturels de la DRAC. Je pars tout d'abord d'une observation, en tout cas d'un constat des dynamiques locales, c'est qu'il y a une forte politique volontariste de l'ensemble des échelons de l'État à se rassembler, à se fédérer pour pouvoir travailler ensemble, à mettre en perspective ce fort potentiel économique que peut devenir et qui est déjà le secteur du patrimoine dans toutes ses composantes. Et ce souhait affiché et rappelé pendant ces 2 derniers jours lors de ce forum Heritech montre à quel point finalement certains élus, certaines équipes des collectivités et l'État de manière générale ont tout intérêt à collaborer ensemble sur l'articulation de leurs dispositifs de soutien, d'accompagnement et d'appui aux acteurs culturels. Les travaux sont encore à définir et ils seront très largement discutés dans le cadre d'une concertation qu'on organisera avec les acteurs et ce forum, cet échange en fait partie évidemment, mais il paraît important de lancer déjà un certain nombre d'initiatives qui visent déjà à développer une vision prospective commune et partagée. C'est quoi le numérique pour le patrimoine? Où on souhaite aller? Où vous voulez nous emmener finalement avec cette filière Heritech pour essayer de, là aussi, fédérer l'ensemble des partenaires locaux sur les enjeux de la transformation numérique d'une filière qui sont, comme je le rappelais, extrêmement protéiforme. On parle de la dématérialisation des démarches administratives, on parle de la modernisation des systèmes d'information des établissements culturels, on parle de la montée en compétence des acteurs, on parle de la transformation des organisations, on parle du développement de nouvelles offres, on parle du financement et des partenariats avec des acteurs de l'innovation qu'on connaît peu, pas ou mal, et surtout avec qui on n'a pas l'habitude de travailler. Donc ça interroge finalement la capacité de veille et de conseil en matière d'innovation qu'on peut apporter, nous, État, représentants de l'État en région, pour pouvoir accompagner l'ensemble des acteurs et des partenaires pour pouvoir définir ces enjeux numériques transverses, essayer de les formaliser, les cadrer pour pouvoir ensuite réfléchir à la manière dont on souhaite mettre en œuvre cette stratégie d'accélération en région et dont on souhaite structurer une filière qui est un enjeu industriel structurant à l'échelle d'un territoire. L'idée aussi, c'est de finalement favoriser et stimuler l'émergence et l'amorçage de projets innovants pour pouvoir contribuer finalement à la transformation des organisations. Quand une direction régionale des affaires culturelles, quand un conseil départemental ou quand un musée décide de se lancer dans une initiative innovante, il se transforme. Il est obligé de désiloter. Les équipes en charge des systèmes d'information doivent travailler avec les équipes de la médiation, les équipes de la médiation doivent travailler avec les équipes de la communication, les équipes de la communication doivent se soutenues par la robustesse scientifique des équipes de la recherche, et en fait, ça transforme les modalités de travail et de fonctionnement. Et c'est en ça que le numérique est assez passionnant, c'est qu'en fait, on doit réinventer le monde de demain. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui s'est fait dans les différentes filières de la culture, et je pense notamment aux médias et aux industries culturelles dans toutes leurs composantes, puisque le patrimoine, qui est encore un secteur déjà numérisé, mais où il reste encore beaucoup à faire, pourrait très certainement nous inspirer pour pouvoir accélérer finalement la mise en œuvre de cette stratégie en région, et puis surtout accompagner les acteurs dans leur transformation. Tout ça est extrêmement inspirant. Alors, vous êtes certes arrivé il y a une quinzaine de jours, mais vous avez probablement un peu préparé votre atterrissage, dans le sens où quels sont les points d'appui que vous avez déjà identifiés et les atouts de cette région en particulier pour porter, je dirais, cette stratégie, on va dire, globale de numérisation des ICC, puis de
d'assemblage de ces ICC, puisqu'on a cette filière mouvante, dont Fabrice Casadebé rappelait quand même qu'elle pèse aussi lourd que la filière automobile, hein, mine de rien, économiquement. C'est juste pas une paille. Donc, est-ce que vous avez identifié effectivement des gens comme le Pôle Pixel, le Damier, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, enfin tous ces... On a une densité quand même importante, et puis on a une région qui est très orientée sur le numérique, et des départements qui sont extrêmement volontaristes là-dessus. Je pense au campus région du numérique. Est-ce que vous avez commencé à regarder cette galaxie-là? Alors, non seulement on la regarde, mais on essaie de l'identifier et de la cartographier. Et c'est vrai qu'en ça, votre livre blanc est extrêmement passionnant parce qu'il permet d'identifier déjà un certain nombre d'initiatives portées par les acteurs locaux, mais qui suscitent aussi de l'intérêt, et on le voit au village des entrepreneurs ici, l'attention d'un certain nombre de start-up, de PME innovantes, mais aussi de laboratoires de recherche. On a eu Livio De Luca du MAP de Marseille qui est intervenu. Et en fait, l'intérêt pour nous et pour vous, je pense, c'est de susciter l'intérêt, identifier des forts potentiels à mettre en œuvre, et surtout à réfléchir à la manière dont on peut fédérer des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Je pense à des laboratoires de recherche et développement, à des PME innovantes, à des startups, à des collectivités, à l'État, et comment finalement l'ensemble de ces acteurs ont la capacité de réfléchir à une transformation de filière. Vous évoquiez le campus numérique, se pose la question de la formation initiale. Comment on réfléchit la transformation des maquettes pédagogiques de l'enseignement supérieur pour pouvoir anticiper et doter les étudiants d'aujourd'hui des compétences et des connaissances du marché de l'emploi de demain? Comment on réfléchit à la montée en compétence des acteurs de la culture d'aujourd'hui? Comment on les forme? Comment on réfléchit à des nouveaux modèles de formation continue pour pouvoir accroître cette compétence sur des enjeux extrêmement techniques qui sont souvent aujourd'hui assez mal maîtrisés? Et en ça, je crois, et il me semble de mes premières études et échanges, que la région Auvergne-Rhône-Alpes est extrêmement bien dotée, et c'est, je crois, un avantage et des atouts assez structurants pour réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler la structuration d'une filière à l'échelle d'un territoire comme celui-ci. Merci Nicolas Orsini. Vous avez évoqué Livio De Luca qui nous a mis en relation dans le projet de filière avec le directeur de son équipe lyonnaise. On a un atout de plus, hein, puisque l'UMR MAP est hébergé à l'ENSA de Lyon. Et donc c'est Hervé Lequet qui en est le directeur, et voilà, qu'on essaiera d'embarquer dans cette aventure qui commence. Souhaitez-vous ajouter quelque chose, Nicolas? Non, enfin, on va certainement l'évoquer là dans cette table ronde et dans le cadre de ces échanges qui seront très riches, j'en suis sûr. Mais la manière dont on souhaite réfléchir, c'est finalement quel est l'impact du numérique sur la mise en œuvre des politiques culturelles sur un territoire? Comment on doit se positionner? Quelle posture une direction régionale des affaires culturelles doit avoir vis-à-vis de ses partenaires? Comment on développe des nouvelles offres de services tournées vers les bénéficiaires et les usagers? Comment on réfléchit finalement le développement de services, et comment on structure une filière au sens économique culturel? Vous le savez, une DRAC fait de l'appui à la création, fait énormément de travaux de rénovation. On a entendu ça à travers les échanges qu'on a pu avoir avec Jacques Porte à cette première journée de conférence. L'idée maintenant, c'est peut-être de réfléchir à comment en fait le ministère de la Culture accompagne une industrie, les industries culturelles encore une fois et créatives qui sont extrêmement large, qui va du patrimoine au design en passant par les arts graphiques, l'audiovisuel et le cinéma, pour pouvoir accroître finalement le poids du PIB culturel dans la part de l'économie. Et en ça, encore une fois, je crois que la région Auvergne-Rhône-Alpes dispose d'atouts et d'avantages concurrentiels extrêmement structurants, et qui convient aujourd'hui voilà, de révéler et de leur donner leur pleine potentialité. Merci Nicolas Orsini. Juste avant de donner la parole à Christian Maurizard, je voulais juste vous faire part des regrets de Philippe Sueur de ne pas pouvoir être finalement avec nous. Philippe Sueur, il est président de l'ANET, l'Association nationale des élus des territoires touristiques, et maire d'Enghien-les-Bains. Mais voilà, l'ANET travaille aujourd'hui à une commission patrimoine qui accueillera effectivement les équipes d'Eritech lors de sa prochaine commission pour nous entendre sur ces sujets qui les interpellent et sur lesquels ils éprouvent des difficultés à se faire, non pas une religion, mais de premières idées et un regard. Peut-être notre livre blanc les aidera à penser ces questions. Et ce sera le député Frédéric Reiss qui, au sein de l'ANET, nous recevra au sein de cette commission patrimoine. Donc voilà, l'ANET, comme on dit, est dans le game, mais c'est un sujet important, mais la rentrée est un peu intense pour eux, comme elle est intense pour Christian Maurizard, président d'ADN Tourisme, qui nous fait le plaisir d'être cette année encore avec nous.
malgré tous les kilomètres qu'il parcourt pour faire son Tour de France permanent. Christian Mourizard, peut-être, on a entendu effectivement côté État, côté ministère de la Culture, une transformation, une prise de conscience, l'envie de faire du numérique peut-être ce lien dans les ICC, décupler effectivement l'impact culturel, le rayonnement culturel qui est derrière. Du côté des acteurs des territoires dans le tourisme, ce rayonnement, il passe par les patrimoines, mais peut-être nous raconter l'anecdote qu'on avait partagée en amont autour de cette concentration autour de votre territoire, Pays d'Arles, cette concentration de beauté, de patrimoine qui rayonne, eux, déjà à l'international. Bonjour à tous. Donc, juste un mot pour me présenter. Je suis le président. Ah, on va essayer celui-là. Il y a des ondes. Hein. Oui. On a tous été vaccinés, alors. Donc, j'ai été dans une autre vie pendant 25 ans à Joe-au-Maire d'Arles, en charge du tourisme et du patrimoine. À Arles, c'est quand même des délégations qui ne sont pas neutres. Et de ce fait, j'avais un champ d'investigation assez important au niveau local, national et même international, puisque j'ai été un temps vice-président d'ICOMOS France et vice-président de l'Association des biens français inscrits au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc, ce qui m'a permis d'avoir ce double regard à la fois sur le patrimoine et sur le tourisme. D'ailleurs, deux mondes qui ont vécu pendant très longtemps d'une façon assez séparés. Et je crois qu'il y a une nette amélioration, une meilleure transversalité. Et le mot transversalité s'applique effectivement à cette volonté que nous avons eue en 2019, oui, puisque la fédération aura 2 ans au 13 mars prochain, de fusionner les 3 structures institutionnelles du tourisme en France, que sont les comités régionaux, les agences départementales et les offices du tourisme. Je ne cache pas que certains oiseaux de mauvaise augure nous disaient que c'était quasiment impossible, de par à la fois les volontés hégémoniques des uns et des autres, les égos des uns et des autres, etc. Mais je crois que le mot dialogue n'est pas neutre. Je crois qu'en toute chose, il faut commencer à se parler, à se connaître pour édifier un projet. Qui plus est, dans la mesure où la représentation de ces 3 structures, c'est 50% de techniciens à travers les directeurs et 50% d'élus, et que nous avions des échéances électorales qui arrivaient, que ce soit les échéances municipales, départementales et régionales, je souhaitais que cette fusion se fasse bien en amont pour éviter effectivement, on va dire, de resensibiliser les nouveaux élus, de re-expliquer, de médiatiser, enfin bref. Et donc, nous y sommes réussis, je peux vous rassurer, le bébé se porte bien, il a 16 mois, il marche sur ses 2 jambes, et même plus, et je dirais que la représentation à la fois, et la reconnaissance et la légitimité au niveau de nos instances nationales, puisque nous siégeons au comité interministériel du tourisme et au comité de filière animé par Jean-Baptiste Lemoine, font qu'aujourd'hui, et heureusement, et je l'évoquais tout à l'heure, cette malheureuse pandémie nous a permis à nous d'être immédiatement dans l'action, dans l'information, dans la communication, au regard de tous nos membres, puisque nous sommes à peu près 1100 membres et nous représentons 11 500 personnes qui sont gérées par une convention collective. Je reviens juste à ce moment-là sur la formation de nos nouveaux métiers. Je crois que le tourisme en général a su faire preuve de savoir se transformer au niveau de la demande et par rapport justement à tout ce qui touche au numérique et au digital. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, nous avions notre premier congrès à Agen et j'étais très fier en tant que président d'ADN de dire que notre branche, notre filière tourisme, c'est 36 000 heures de formation pour 11 000 personnes. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de branches qui peuvent dire que sur une formation annuelle, chaque agent a 3 heures de formation. Et très fortement orienté vers tout ce qui touche effectivement le numérique et le digital. Alors, la difficulté, on va dire aujourd'hui, d'ADN Tourisme, dans un monde du tourisme particulièrement hétérogène, c'est comment on passe du global au particulier. Et donc, il faut remettre une forme de transversalité, mais la transversalité, elle existait d'une façon verticale. Nous, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une transversalité horizontale. Il n'y a pas de leadership au niveau du tourisme. Je pense que
Et les uns et les autres, il faut savoir passer du global au particulier, du particulier au global. Et toute la difficulté, c'est l'appropriation d'un projet, qu'il soit porté par une région, par un département ou par un local. Alors je vais revenir à ta question initiale. Il est un fait que nous avons la chance, dans cette région du Sud, d'avoir 7 biens inscrits au patrimoine mondial, dans un périmètre de 100 km autour d'Avignon. C'est-à-dire nous avons la grotte Chauvet, nous avons Orange, nous avons Avignon avec le Palais des Papes, nous avons le Pont du Gard, nous avons Arles, nous avons les chemins de Saint-Jacques avec le départ d'Arles et de Saint-Gilles, et nous avons l'œuvre de Le Corbusier à Marseille. Je rappelle qu'à l'époque où nous avions lancé ce projet en 2018, il y avait, je crois, à l'époque 42 ou 43 biens inscrits en France pour le patrimoine, et donc nous, on en avait le 1/6 dans un périmètre très réduit. Alors avec des gestions totalement différentes, hein, que ce soit des gestions privées ou publiques, que ce soit avec Culture Espace ou avec Roussillon, que ce soit des biens municipaux comme à Arles, des biens gérés par un EPCC au Pont du Gard, etc., etc. Donc, à la fois des gestions privées et publiques, ce qui veut dire des comptabilités privées et publiques, et nous avions eu l'idée, à l'Office du tourisme d'Arles, d'essayer de travailler ensemble et de promouvoir à l'étranger, puisque par les études de public, très importantes, et on voit aussi l'évolution de nos publics, que nous avions à peu près entre 35 et 40% d'une clientèle étrangère, et en particulier nord-américaine, anglo-saxonne et asiatique. Et qu'on se partageait à peu près 25% de cette clientèle. Et si on faisait la réunion de l'ensemble de ces sites, on était à peu près 3 millions de touristes par an. Arles, mettons, on avait 650 000 visiteurs payants. Donc je me disais, si je récupère 10% de plus, je passe à 900 000 clients de plus. Tout en respectant, bien sûr, je dirais, la préservation, la conservation de l'œuvre, et non pas la surfréquentation. Arles, anecdotiquement, c'est 94 monuments classés et inscrits, dont 8 au patrimoine mondial de l'humanité. Donc on avait capacité de recevoir ces gens-là dans les bonnes conditions et en se référant, je dirais, à la fois à nos plans de gestion et à une éthique, hein, puisqu'il faut quand même une démarche qualité je dirais, dans la pratique du tourisme, et on y reviendra sur le tourisme de demain. Et donc, on a fait une première réunion avec les gestions des sites. Alors, je rappelle que là aussi, c'est anecdotiquement, on est sur 3 régions, c'est-à-dire 3 CRT, si je prends sur un plan strictement administratif, et 4 agences départementales. On s'est dit, si on met tout ça au milieu, c'est pas péjoratif quand je dis tout ça au milieu, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc on va se réunir déjà entre nous, définir le projet, quel est l'objectif du projet, quelle est la clientèle et quels sont les partenaires qu'on peut associer. Nous avons mis exactement 14 mois entre la première réflexion, la première réunion, la signature des conventions et le premier film qui a été projeté dans les compagnies aériennes. Parce qu'en fait, notre objectif, c'était de faire un film et de les projeter sur les lignes nord-américaines et asiatiques. Et j'ai eu un partenaire, et je remercie Caroline Le Boucher, même si elle n'était pas en place à cette époque-là, mais c'est avec Atout France. Donc on a bien négocié avec Atout France, puisque pour 1 euro que l'ensemble mettait, au prorata de sa, je dirais, entre guillemets, clientèle, parce qu'au milieu dans le monde de la culture, on n'aime pas parler clientèle, mais il y a une réalité, c'est le mot, c'est la clientèle. Et donc, nous, on s'est rassemblés, on a défini un projet, on mettait 1 euro, Atout France mettait 1 euro. Donc, on a monté ce projet et la réalisation de film en 14 mois avec 120 000 euros. Donc, c'est à l'initiative, on va dire, des territoires, des locaux. Aujourd'hui, alors malheureusement, le retour, on parlait du retour, oui, mais il y a eu la pandémie. Donc, les avions n'ont pas beaucoup volé. Alors, on a pu projeter nos films. Alors, peut-être que la clientèle, elle va arriver demain, hein, c'est ce que j'espère. D'ailleurs, et qui plus est, pour finir sur ce sujet, cet exemple, c'est qu'on a réussi, alors là, le comble du comble, à avoir un pass commun avec des gestions de billetterie totalement différentes. Je ne vous passe pas entre un receveur municipal, etc., etc.
Donc, en fait, la solution, elle a été très simple. C'est que chaque site vendait le pass et encaissait pour lui-même son pass. Voilà. C'est-à-dire qu'on comprenne bien, chaque lieu, finalement, chaque territoire, vendait sa propre prestation, mais embarqué avec la prestation en réseau global de tous les autres. Voilà. Et plus il vend sa presta, plus il vend celle des autres. Voilà, c'est-à-dire il y a son pass à lui, et il proposait à la clientèle, puisque cette clientèle étrangère, dans les études qu'on faisait, elle ne vient pas pour 3 jours. En général, elle vient pour 10 jours, 12 jours, etc. Et avec, quand ils ont une thématique particulière, ils vont jusqu'au bout de la thématique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en général, dans le cadre de nos études que nous avions fait, on se rendait compte que nous avions à peu près un touriste qui faisait 3 sites. C'est-à-dire, mettons, il faisait Avignon, le Pont du Gard et Arles. Qu'est-ce que ça nous coûtait, nous, à ce qu'il élargisse, on va dire, son potentiel touristique, et nous-mêmes, on recevait en retour. L'exemple, en fait, il ne vaut. Pourquoi il vaut parce que, d'abord, c'est le dialogue, c'est la confiance, parce qu'on a quand même signé une convention avec l'ensemble des 7 sites sur les modalités, qu'elles soient financières, organisatrices, etc., etc. Et tout en gardant chacun son propre indépendance sur la gestion de son patrimoine, lié par rapport à son plan de gestion et à la déclaration sur la valeur universelle exceptionnelle. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est que sans outrepasser, je dirais, les compétences des uns et des autres, et sans empiéter sur les compétences des uns et des autres, il peut y avoir des initiatives locales qui peuvent faire exemple. Parce que, et j'arrêterai là mon propos, lorsqu'on dit le touriste n'a pas ne se soucie peu des frontières administratives. Oui, mais encore faut-il que nous-mêmes, à un moment donné, on se soucie peu par rapport aux besoins de notre clientèle et qu'on sorte de ce carcan. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer entre nous, mais c'est un bon exemple. Nous, aujourd'hui, à l'UNESCO, on favorise énormément tout ce qui est transfrontalier. Et en particulier maintenant sur le patrimoine, parce que tout ce qui a touché le monumental, tout ce qui devait être inscrit est quasiment inscrit, sauf peut-être le patrimoine du XXIe siècle, mais on a le temps. Et donc, nous-mêmes, il faut qu'on apprenne en France à dépasser, je dirais, ces frontières purement administratives et qui bloquent souvent. Ce qui veut dire que tout un chacun, à travers sa représentation, quand il n'est pas le propriétaire de l'idée, il a du mal à accepter l'idée des autres. Et je crois qu'il faut qu'on combatte cela, et c'est dans ce sens qu'on a fusionné au niveau déjà de nos structures institutionnelles, et je dirais, puisque Caroline nous écoute, que nous sommes très fiers à ADN Tourisme de la collaboration que nous avons avec Atout France, parce que là aussi, dans le cadre de la pandémie, on a découvert qu'il y avait une clientèle qu'on appelle domestique, j'aime pas trop le terme, je préfère une clientèle nationale, et qu'il fallait aussi y travailler cette clientèle, et qui elle-même a découvert ses propres territoires grâce à la pandémie. Si je peux dire grâce à la pandémie, c'est au moins un point positif de cette pandémie, c'est que par les limitations de déplacement des uns et des autres, voilà, je reste bien sûr à ta disposition, si ce n'est qu'Atout France quand même travaille on travaille énormément avec Atout France, et en ce qui concerne ADN Tourisme, et on l'a vu dans notre dernier congrès, la grande interrogation au niveau de la prospective, c'est le tourisme de demain, un tourisme responsable, et que je me garde bien de tous les discours radicaux que je peux entendre aujourd'hui. J'arrêterai là mon propos, sinon je rentrerai dans une forme de polémique. Et je dirais, soyons positifs, soyons constructifs, et soyons ensemble, passons, je dirais, de la société du jeu, revenons à la société du nous. Voilà. Merci Christian Morizard. Mais un dernier point quand même sur la data touristique. Parce qu'aujourd'hui, ces parcours de visite, cette forme d'autonomie, on sait que le marché du tourisme a été le premier à se prendre la numérisation en pleine tronche, pardon de le dire comme ça, mais ça a été assez violent il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, 9 décisions de séjour sur 10 sont prises sur la base de ce qu'on se trouve sur Internet, très clairement. Donc, il y a un enjeu stratégique. Alors, de la numérisation des patrimoines qui deviennent des datas, ça fait 2 jours qu'on en parle, qui vont s'intégrer eux-mêmes dans un système d'information touristique. Enfin, il y a un enjeu colossal entre les promesses que le virtuel est capable de faire, notamment des prévisites demain dans des stores, justement dans des
jardin applicatif pour des casques de réalité virtuelle. Voilà, moi j'habite Washington, je visite la Haute-Loire grâce à la réalité virtuelle, je prévisite la Haute-Loire, ça me donne tellement envie de venir que j'arrive, et alors là, effectivement, je vais rentrer dans un univers informationnel qui est la data touristique, qui va m'orienter, qui va me guider. Donc aujourd'hui, on en est où sur cette question de la qualité, de la fiabilité de la data touristique, et qui va prendre ça en charge? Alors, j'aurais l'honnêteté de vous dire que je ne suis pas un grand spécialiste de ces nouvelles technologies, vu mon grand âge. J'ai déjà de la difficulté à me servir de mon portable, et c'est mon petit-fils qui m'apprend toutes les capacités que je pourrais avoir, les possibilités, etc. Mais il n'empêche que... et j'en reviens avec Atout France, effectivement, et avec la DGE, puisque à notre dernier conseil d'administration, nous avons validé le principe que c'était ADN Tourisme qui allait s'occuper du data tourisme en collaboration bien sûr avec les uns et avec les autres. Là aussi, on a vu que dans le cadre de cette pandémie, il fallait revisiter l'offre touristique et il fallait un outil. Alors cet outil, il est en train de se faire, de se construire. Il va mettre un certain temps. Moi, je vous dirais que ma seule préoccupation, homme pragmatique de terrain, puisque j'étais un ancien, j'ai rien à voir avec le tourisme, avec le patrimoine. J'étais dans les travaux publics. Hein. Homme de chantier, on commence un chantier, il faut le finir dans les délais, etc., etc. Donc aujourd'hui, au regard de l'investissement de l'argent public et autres, il faut être dans l'efficacité. Quel que soit l'outil que l'on fait, comment on le communique et comment on le fait connaître. Donc aujourd'hui, est dans une démarche de qualité, très importante la démarche de qualité, c'est-à-dire la fiabilité de l'information qu'on fait passer, si on veut être effectivement reconnu et fiable. Donc aujourd'hui, à travers ce recollement, on va dire, de l'information, et surtout fait par les offices du tourisme, puisque ce sont les premiers en approche de la clientèle et du territoire, de faire remonter l'information au niveau des ADT et de faire remonter cette information après au niveau data tourisme, et après il y a les diffuseurs comme Apidae, etc., etc. Bon. Donc là, nous abordons un très gros chantier, mais ma préoccupation, c'est effectivement par qui on passe pour qu'effectivement le commun des mortels, quand il a besoin de quelque chose, d'une information, comme tu disais, l'apéritif de la visite touristique, parce que je crois que c'est avant tout incitateur. C'est-à-dire, je découvre, je commence à goûter, et puis je veux le plat principal. Et le plat principal, il va se faire sur le terrain, avec la visite soit d'un guide conférencier, parce que j'en reviens à ce que vous disiez, effectivement, l'outil ne doit pas asservir l'homme, mais doit le servir. Et il faut qu'on garde ça en tête, c'est-à-dire la priorité, c'est l'humain, et doit rester l'humain. Et donc, je crois que nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est un vaste chantier, parce que... il y a la commercialisation aussi de l'information. C'est-à-dire, aujourd'hui, les offices du tourisme font remonter un maximum d'informations, ce qui veut dire que c'est quand même un travail. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui sont rémunérés dans leur mensualité, etc. Mais on ne fait pas payer l'information qu'on fait remonter. Et donc, la grande interrogation, c'était l'usage de l'information. Par qui, pour qui, pourquoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense que Caroline sera plus à même de parler de cela que moi-même, mais il n'empêche que c'est un axe fort de nos préoccupations. Nous avons une commission qui ne s'occupe que de ça, et avec effectivement une ouverture par rapport aux qualités des uns et des autres, et c'est pour ça aussi l'objet de ma présence aujourd'hui, c'est que tout est open. Pour une fois, je n'ai pas parlé provençal, j'ai parlé anglais, je suis désolé. C'est le seul mot que je connais, c'est open. Vous voyez, c'est pas neutre quand même, en plus. Voilà. Merci Christian Morizard. Martin Malvy, en direct de Toulouse. Merci Monsieur le Ministre d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes président de Sites et Cités Remarquables de France, fondateur du réseau France Patrimoine et Territoires d'Exception, qui mobilise, je crois, 7 associations investies dans les patrimoines territoriaux. Pouvez-vous nous redonner la genèse, parce que ça n'est pas, entre guillemets, votre coup d'essai. On se souvient qu'en tant que président de la région Midi-Pyrénées, vous aviez déjà été extrêmement actif sur la valorisation des grands sites de la région Midi-Pyrénées. Quelle est la volonté qui vous anime et l'ambition qui vous anime autour de cette question? Bon, bonjour aux uns et aux autres. Heureux de pouvoir participer à ce débat qui est passionnant, qui doit l'être. Je réponds aux questions. La première,
sur cette association d'associations, puisque France, Territoire et Patrimoine d'Exception, c'est une association d'associations qui regroupe effectivement 7 associations qui sont, je les prends au hasard, les plus beaux villages de France, les détours, les grands sites de France, villes et métiers d'art, des petites cités de caractère, sites et cités remarquables, qui est l'association que moi je préside. Cette association, au constat qu'aucune d'elles n'a des moyens réels d'assurer notamment la communication à hauteur de ce qu'aujourd'hui la communication demande. Nous ne sommes pas encore dirigés vers le numérique. Notre première manifestation, nous la préparons actuellement, elle sera du type classique, puisque ce sera au début de l'année prochaine une exposition sur les grilles du Sénat des 7 associations et donc des plus beaux paysages, patrimoine, environnement de France. On sait le succès de ces expositions sur les grilles du Sénat pendant 6 mois. Je l'avais fait il y a des années avec l'association que je présidais, qui a fusionné au sein de Cité-Cité, qui étaient les villes d'art et d'histoire. Et cette exposition avait tourné, elle est allée en Chine, elle est allée après ça largement en Europe. J'en viens au sujet qui est celui du jour. Moi, je m'étais penché sur le sujet quand en 2017, Laurent Fabius, qui était au Quai d'Orsay à ce moment-là, m'avait demandé un rapport sur comment mieux valoriser le patrimoine, les patrimoines en direction de l'économie touristique. Nous sommes complètement immergés dans le numérique. On n'est pas en train de préparer la transition, on est dans la transition. Moi, je fais un constat. D'abord, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences. On pourrait les citer et les reprendre dans des régions, notamment, comme chez vous, mais on en a en Bretagne, on en a en Occitanie, on a beaucoup d'expériences, beaucoup d'avancées. Ce que je crains, et si l'on veut dominer le numérique et non pas que le numérique nous domine, ce que je crains, c'est qu'on ait beaucoup d'expériences, d'approches individualisées par site, mais qu'on n'ait pas réellement une volonté d'action concertée et notamment territoriale. Il y a tellement d'acteurs que si chacun fait sa petite cuisine dans son coin, élabore son projet, on va mettre un siècle pour amener tout le monde à entrer dans le processus. Je crois que nous aurions intérêt, et là je le dis en direction des DRAC, et d'ailleurs du ministère de la Culture, comme des régions, puisque ce sont les 2 institutions, l'État et les régions aujourd'hui, qui ont le pouvoir réel en la matière, on aurait intérêt dans chaque territoire régional, dans chaque région, à avoir comme une sorte de plateforme qui réunirait les acteurs de la culture et les acteurs du tourisme pour évaluer les avancées de la prise en compte du numérique, afin que chacun ne soit pas en train de réfléchir et d'imaginer à ce qui existe déjà et à ce qu'on mette en place des politiques beaucoup plus actives et beaucoup plus rapides en la matière. C'est un peu une obsession pour moi que ce partenariat territorial avec les acteurs qui se sont beaucoup multipliés au cours des 20 ans qui viennent de passer. Si on veut être honnête et ne pas passer son temps dans la critique ou l'autocritique, regardons en 20 ans combien sur le territoire, là où se joue l'avenir du numérique dans le domaine de la culture et de l'économie touristique, combien d'agents nouveaux sont nés. Les offices de tourisme, il y a 20 ans ou 25 ans, c'était 2, 3 agents dans les meilleurs offices, 4. Aujourd'hui, on a de véritables équipes qui sont professionnalisées. Ils sont des gens
compétents. Sur le patrimoine, combien y avait-il à 20 ans de services du patrimoine dans les collectivités territoriales? Il n'y en avait pas, ça n'existait pas. Aujourd'hui, on a donc en base, on a les personnels qui sont là et qui sont des personnels armés. Le problème de la formation se pose pour eux d'ailleurs. Car si c'est vrai qu'il y a des formations en matière de tourisme, je rejoins ce que disait le président Maurissard tout à l'heure, on n'a pas de formation suffisante, notamment dans le domaine du patrimoine. On peut faire ou fabriquer un futur directeur d'un site culturel sans pour autant qu'il ait une formation dans le domaine de l'économie touristique ou qu'il ait une formation spécifique dans le domaine du numérique. Donc, je crois qu'il faut partir de l'idée qu'existent sur le terrain les agents qui sont nécessaires et que ce sont des hommes et des femmes qui sont compétents, mais qu'il faut les amener à travailler ensemble et qu'il faut, sur chaque territoire, avoir une politique intelligente de coopération, de concertation, de transmission de l'information. Voilà ma première réflexion, parce qu'il faut construire effectivement cette ère nouvelle du numérique sans être débordé par le numérique et la puissance du numérique, mais la bonne utilisation du numérique, elle se fait à partir du territoire et à partir des hommes et des femmes qui existent, à la condition d'avoir la volonté de les réunir autour d'une table, d'avoir une plateforme, des plateformes régionales qui pourraient être pilotées par la DRAC et par les régions en la matière. Je ne veux pas monopoliser trop longtemps la parole, je pense qu'on fera le tour, on reviendra. Et c'est une première réflexion en constatant d'ailleurs les initiatives intéressantes qui ont été prises sur le terrain. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous avons, et je salue Madame la directrice d'Atout France, nous avons une opération que nous menons, alors Cité remarquable, depuis 2 ans avec Atout France, qui marche bien, qui est une opération de promotion touristique, Remarquable France, en partenariat avec Atout France, avec un groupe d'influenceurs spécialisés, et les résultats sont très satisfaisants. Des influenceurs en ligne notamment, j'imagine? Oui. Parce que en 2017, votre association Cité Remarquable sortait un guide. Alors, nous, on a fait notre livre blanc qu'on a présenté hier, mais vous aviez un peu d'avance. D'ailleurs, on a en commun une initiative qui avait été repérée, qui était Guebwiller. Pardon. Et au sein de l'association, au sein des membres de Cité Remarquable, cette question du numérique, justement, comment est-elle abordée, ce numérique patrimonial? Est-ce qu'il y a au sein de l'association des gens qui hésitent encore, d'autres qui se disent qu'effectivement, il faut y aller, qu'il faut se former? Comment c'est vécu au sein de l'association, ce dossier-là? Est-ce que vous avez une commission dédiée ou des travaux dédiés au sein de Cité Remarquable? Oui, il y a les ateliers. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu. Je ne vois pas très bien comment on pourrait ne pas l'être de l'intérêt qu'il y a à utiliser le numérique, qui offre des possibilités qui étaient totalement ignorées par le passé. La possibilité de communication. Moi, j'ai été président de région pendant 18 ans, et au moment où l'État a transféré aux régions les services du patrimoine. On n'en a pas encore parlé, mais les services du patrimoine qui sont maintenant dans les régions, lorsque le service du patrimoine en Midi-Pyrénées a été transféré à la région, j'ai dit aux collaborateurs du service du patrimoine que l'époque changeait, que ça n'était plus dorénavant la seule mission de l'inventaire du patrimoine sur lequel il s'attachait de manière scientifique et qui est tout à fait justifiée, mais qui permettait d'étudier et d'analyser un site pendant 2 ans, c'est-à-dire de consommer des siècles pour arriver à tout analyser sur un même territoire. Mais qu'il y avait une nouvelle dimension qui s'ouvrait, c'était la mise à disposition du patrimoine, de l'image du patrimoine, à travers le numérique. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a évoqué, sur la surface entière de la planète. C'est-à-dire pouvoir offrir la cathédrale d'Albi à qui veut la visiter à l'autre bout du monde. Ça, c'est une chance fabuleuse. Mais c'est ça qu'il faut mettre en musique. C'est ça qu'il faut organiser.
ça ne peut pas se faire, à mon avis, utilement dans le désordre. Alors, vous avez évoqué Guillaume Villers, sur lequel il y a une opération qui est intéressante. Moi, je pourrais citer actuellement ce qui se passe en Aquitaine, où la région Aquitaine a développé un appel à projet. On a de bons exemples aussi en Bretagne, qui a développé sur son site internet un outil qui s'appelle Expérience Bretonne, qui met en scène des acteurs locaux passionnés et capables de transmettre le patrimoine et de créer l'envie chez l'internaute. Bref, on est dans le numérique et il faut, pour moi, le construire pour éviter que chacun se dépense en recherche, en études. C'est ce que nous essayons de faire, nous, avec nos ateliers et avec le guide que vous avez évoqué. Et qui a été distribué sur Eritech sur ces 3 jours. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On a compris effectivement l'enjeu de jouer collectif autour de ces sujets-là. C'est votre démarche avec France Patrimoine et Territoires d'Exception. Caroline Leboucher, voilà, Atout France est on le voit, à la manœuvre sur l'ensemble de ces dossiers, hein, en relation directe avec ADN Tourisme, avec les associations de promotion touristique des territoires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur l'ensemble de ces actions et peut-être l'opportunité demain de mettre à la disposition du monde entier une sorte de vitrine virtuelle de nos patrimoines remarquables et des sortes d'apéritifs en ligne pour donner envie de venir? Oui, merci Sébastien. J'aime beaucoup l'image de l'apéritif parce qu'en plus c'est une spécificité française, l'apéritif à la française. Donner envie de venir parce qu'in fine, effectivement, au-delà de la consommation en ligne chez soi, de ce patrimoine, de cette culture, l'idée c'est bien de donner envie de venir sur place, découvrir, et donc ça doit être un produit d'appel, ça doit être le numérique, un service qui vient en complémentarité avec par exemple de la réalité virtuelle, mais ça ne doit pas venir se substituer bien sûr à la visite et à l'expérience sur site. Alors, le patrimoine, la culture, je le disais tout à l'heure, on sait que d'après nos études, nos baromètres sur les intentions de voyage des touristes internationaux, leurs intentions de voyage en France, le patrimoine, la culture, c'est un des premiers atouts, des premières raisons qui font que ces touristes viennent en France. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que la pandémie, ça a été dit déjà sur cette table ronde, a accéléré. C'est pas nouveau, le numérique dans la culture, dans le tourisme, bien au contraire. Mais c'est vrai que la pandémie a accéléré cette tendance de la valorisation numérique qui est devenue absolument incontournable désormais. Il y a eu une vraie explosion du fait culturel numérique pendant la pandémie et depuis, avec des visites virtuelles de sites, d'expositions, des diffusions de spectacles. L'Opéra chez soi, par exemple, avec l'Opéra national de Paris, a diffusé de très nombreux spectacles pour permettre à chacun de profiter de ballets ou d'opéras en ligne chez soi. D'abord des rediffusions et puis ensuite des captations en direct de spectacles qui ne pouvaient pas accueillir de spectateurs dans la salle, mais qui du coup étaient proposés à distance. Et puis un certain nombre d'opérations en live aussi, depuis des sites, y compris patrimoniaux, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a eu une vraie explosion. D'ailleurs, la Hadopi a mené une enquête et ce sont 85% des internautes français qui ont été interrogés, qui avaient, au bout de 6 semaines de confinement, au premier semestre 2020, consommé au moins un bien culturel, patrimonial en ligne. Donc, ça montre l'importance du phénomène. Donc, la question, c'est pas est-ce qu'on doit valoriser d'un point de vue numérique la culture, le patrimoine. La question, c'est vraiment comment on fait. Alors, en ce qui concerne Atout France, effectivement, ça fait des années que Atout France est mobilisé aux côtés d'ADN Tourisme, des réseaux comme Sites et Cités Remarquables, en effet, et d'autres partenaires. Donc, depuis 2019, c'est une accélération de cette transformation numérique qui est inscrite dans la stratégie de l'opérateur. Nous agissons sur plusieurs leviers. D'abord, l'accompagnement des acteurs, que ce soit par l'ingénierie, l'innovation ou la formation, je vais y revenir. L'expérimentation, deuxième levier. La communication, bien sûr. Nous-mêmes, nous appliquons ce que nous prenons.
Et puis enfin, l'observation, il a été question de data, je vais y revenir aussi. Alors sur l'accompagnement des acteurs, nous avons mis en place des séries de formations, d'ateliers, avec des partenaires notamment comme Google. On a plus de 6000 acteurs de la culture et du tourisme qui se sont connectés pendant ces 18 derniers mois à ces formations pour savoir comment effectivement se faire référencer sur Internet, sur les réseaux sociaux, comment en pratique procéder pour être visible d'un point de vue numérique et mieux décrypter donc les enjeux du digital. Ensuite, nous avons également profité, si j'ose dire, de cette pandémie pour accélérer sur le volet de l'innovation et donc de la tech, Heritech, Traveltech, peu importe finalement de quelle tech on parle, mais en tout cas l'innovation, les acteurs de la tech ont des solutions à proposer. C'est ce que nous avons fait notamment avec ADN Tourisme, avec les 2 challenges innovation qui ont été organisés en 2020 et 2021. Et on a des acteurs déjà connus, mais qu'on a pu de nouveau valoriser, comme Alma Héritage ou Patrivia, qui ont tous les deux développé des solutions qui permettent effectivement de numériser, de valoriser d'un point de vue numérique, de rendre accessible cette offre culturelle et patrimoniale. Nous avons également mené depuis fin 2019 un programme avec la Banque des Territoires et l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui s'appelle Rénover le patrimoine, réinventer le patrimoine, programme d'appui en ingénierie pour aider des sites patrimoniaux à se valoriser d'un point de vue touristique. Il y a évidemment dans ce volet un volet numérique. Et puis, au-delà donc de ces formations innovation, ingénierie, nous allons mettre en place fin octobre un site internet qui va permettre de partager des bonnes pratiques en la matière. Donc ça, c'est un premier pas. Et j'espère que le plan de reconquête nous permettra d'aller plus loin. J'y reviens en conclusion de cette intervention. Après, nous expérimentons aussi. Nous sommes en discussion avec le Centre des Monuments Nationaux et la société Flyview pour voir comment nous allons pouvoir donner accès à un certain nombre de sites patrimoniaux en réalité virtuelle et leur permettre notamment aux visiteurs présents en transit au sein de l'aéroport de Paris à Charles de Gaulle de pouvoir visiter virtuellement ces sites patrimoniaux. Donc ça, c'est en cours. Et puis, enfin, en communication, donc Martin Malévy, que je salue, a cité effectivement cette très belle opération de communication qui a été menée conjointement avec Sites et Cités Remarquables, avec des influenceurs, en effet, des influenceurs des réseaux sociaux européens qui sont venus sur un certain nombre de sites, donc du réseau Sites et Cités Remarquables, pour partager leur expérience, une expérience authentique, et amener effectivement les visiteurs internationaux ou français à découvrir ces sites qui sont extraordinaires, qui reflètent un patrimoine historique formidable, des savoir-faire, mais qui n'ont pas forcément la notoriété qu'ils mériteraient. Au-delà de ce type de campagne, le patrimoine de la culture a évidemment été un des axes forts de notre stratégie éditoriale. Et l'a été encore plus depuis la pandémie. Et c'est également un des axes forts des grandes campagnes de relance que nous menons, et notamment cette année avec l'ensemble des régions, de territoires de métropole, cette grande campagne sur 10 marchés européens, Explore France, dont un des 3 axes forts, c'était la valorisation du patrimoine de la culture. Pour finir, la data, dont il a déjà été question, donc plus particulièrement en ce qui concerne le patrimoine, la culture. Donc, nous sommes en train cette année de travailler à la mise en place d'un observatoire de la fréquentation des sites culturels français. Je remercie d'ailleurs les sites qui ont accepté de partager leurs données avec nous. Je pense que ça permettra effectivement d'avoir un bon thermomètre pour mesurer la reprise culturelle et touristique que nous appelons tous de nos voeux. Et puis enfin, sur cette question des data, au-delà de data tourisme, qui est un outil très important que nous-mêmes nous utilisons, et en collaboration avec ADN Tourisme, il y a 2 autres initiatives que je vais signaler qui ont fait l'objet de décisions au comité interministériel du tourisme.
D'abord, la plateforme Alentour, qui a été lancée la semaine passée par la Caisse des dépôts et qui a vocation à travailler avec les territoires, avec les offices du tourisme, donc avec différentes composantes d'ADN tourisme, pour valoriser les différentes expériences dans les territoires et les rendre accessibles en numérique, notamment soit aux prescripteurs que sont les hébergements, soit des tours opérateurs, des réceptifs, etc. Et puis l'autre initiative également est pilotée par Atout France. Il s'agit de construire un data hub pour la filière du tourisme pour partager les données non seulement structurelles relatives aux chiffres clés du tourisme, mais aussi les données chaudes de conjoncture, de satisfaction des clients, d'empreinte environnementale par exemple. Donc, ça, c'est un chantier en cours avec une première version d'ici la fin de l'année et qui aura vocation à être enrichie ensuite au fur et à mesure. Et comme ce chemin du numérique est un travail continu, il y a évidemment encore beaucoup à faire. Je rejoins complètement les propos de Martin Malvy. Il est essentiel de continuer à accompagner les acteurs culturels comme touristiques. Et donc, dans le cadre du plan de reconquête et de transformation du tourisme, nous travaillons activement avec notamment le ministère de la Culture, le ministère de l'Environnement et l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour proposer des dispositifs d'accompagnement des réseaux en prenant l'excellente expérience que nous avons eue avec Sites et Cités Remarquables, voir comment, à partir de ça, nous pouvons généraliser ce type de démarche pour accompagner les réseaux, notamment les réseaux de la bannière, mais pas seulement, pour partager les bonnes pratiques et aider les acteurs qui ont des chefs de projet, qui ont toutes les compétences nécessaires, mais les guider effectivement sur le chemin d'une numérisation efficace. Merci Caroline Le Boucher. Une question complémentaire. Est-ce que dans la partie observation, on commence à avoir une vision un peu organisée de la présence des patrimoines français et des territoires qui naturellement les portent sur ce qu'on appelle les stores VR, que ce soit sur donc le magasin applicatif d'Oculus, le magasin applicatif d'HTC Vive. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une démarche, est-ce que demain, on peut imaginer de trouver un Visit France et une virtual reality comme étant une démarche organisée, collective, comme Martin Malvy l'appelle de ses voeux, qui soit un peu la vitrine de la France sur ces catalogues où finalement on va trouver aujourd'hui, il y a 60 millions environ de propriétaires de casques VR dans le monde, qui sont plutôt en Asie, aux États-Unis et puis en Europe et qui ont plutôt un pouvoir d'achat élevé pour l'instant, même si les prix sont à la baisse aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue là potentiellement pour Atout France ? Alors, comme je le disais, sur ce sujet de la réalité virtuelle, nous menons d'abord une expérimentation avec le Centre des Monuments Nationaux et la société Flyview. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir d'ici quelques semaines. C'est encore en gestation. L'idée, c'est effectivement de tester le modèle économique pour ensuite pouvoir déployer plus largement. Et puis l'autre aspect, parce que le numérique ne se limite pas à la réalité virtuelle, c'est vraiment d'aider les sites et les destinations à être plus visibles sur les différents réseaux sociaux. Ça passe par différents outils que nous-mêmes, nous avons complètement développés pendant la pandémie, avec notamment des lives, avec des animateurs, depuis des sites. On a fait depuis des châteaux de la Loire, on a fait des lives également depuis le Mont-Saint-Michel, par exemple, ou le château de Versailles. Ça a eu énormément de succès auprès notamment des clientèles long courrier, que ce soit aux États-Unis ou sur le marché chinois. Donc, toutes ces initiatives, effectivement, passent non seulement par Atout France, mais surtout par un accompagnement et une formation des réseaux et des sites. Super. Merci beaucoup, Caroline Le Boucher. Solène Blanc. Solène, donc, je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Arnova, qui est une organisation créée par Frédéric Jousset, le fondateur de WebHelp, et passionné de culture au sens très large. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous rappeler aujourd'hui la démarche qui préside aux destinées de cette organisation, et puis nous donner votre premier sentiment par rapport à ce que vous entendez entre ces acteurs culturels, patrimoniaux, touristiques, avec le numérique au milieu comme un liant. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais d'abord,
Qu'est-ce qu'Arnova? Bonjour. Oui, donc alors Arnova, vous l'avez dit, c'est un fonds qui a été créé et doté par Frédéric Jousset. Il l'a doté de 100 millions d'euros avec une logique vraiment de soutenir des projets autour de la culture et du patrimoine, mais j'y reviendrai parce que ça prend plusieurs formes à fort potentiel de développement économique, parce qu'on a cette conviction que la culture, c'est aussi un moteur de développement économique. Moi, c'est une conviction que je porte depuis longtemps. J'étais auparavant associée chez EY sur les industries culturelles et créatives, et on avait travaillé avec mon associé Marc Lermite sur cette étude qui démontrait que le poids économique de la culture était supérieur à celui du secteur automobile, comme l'automobile, contrairement à ce que certains pouvaient avoir en tête. Donc c'est un levier de développement économique. On est convaincu également que c'est un vrai levier de rayonnement des territoires, d'attractivité, de rayonnement à l'international aussi. Et on investit également dans une logique d'innovation qui peut passer par les nouvelles technologies, mais comme le disait Marc Drouet en introduction, pour nous, les technologies sont un outil, et un outil qu'il faut effectivement évidemment maîtriser au service des contenus, au service de la valorisation des patrimoines, qui est vraiment notre ADN. Alors Arnova porte à 100% le groupe Beaux-Arts et compagnie, que je dirige également, et à travers Beaux-Arts, on a évidemment cet ADN de valorisation du patrimoine culturel, qu'il soit matériel ou immatériel, dans les territoires, via nos médias, Beaux-Arts Magazine, le quotidien de l'art, nos médias digitaux. C'est une mutation qu'on a fait finalement relativement récemment, il y a 4-5 ans, mais aujourd'hui, la vidéo, la production de podcasts, c'est vraiment au cœur de la façon dont on promeut la culture. Nos éditions sont également dans cette logique de promotion à la fois sur le papier, parce qu'on y croit beaucoup, mais aussi sur l'audiovisuel. On a développé depuis 4 ans une activité d'ingénierie culturelle, et je le mentionne parce que c'est vraiment une activité qui est au service de la valorisation du développement et de la modernisation des territoires. On accompagne d'ailleurs le programme Réinventons le patrimoine dont parlait Caroline Le Boucher. On a vraiment cette logique de créer des lieux de destination et de revaloriser, de redynamiser, de faire des lieux de vie à partir de sites patrimoniaux. Et le numérique est effectivement un des outils qui permet de l'activer, mais pas que. On croit vraiment beaucoup à l'hybridation entre les deux. Et dans les investissements qu'on a fait, d'ailleurs, on a des investissements qui sont très dans des réseaux de médiation physique. Je pense notamment à la société Point Parole, qui gère un réseau d'une centaine de guides conférenciers. Donc c'est une forme de valorisation du patrimoine qui se fait par l'humain, qui s'est fait par la pandémie de plus en plus aussi à distance, en visioconférence. On voit vraiment que ces outils-là permettent de continuer à donner de l'attractivité, à valoriser, et s'inscrivent vraiment en complément de l'expérience physique et de l'expérience in situ. On accompagne également des collectivités dans les territoires. Alors, je vais mentionner en particulier la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque c'est là que se trouve Eritech, et c'est cette initiative qui est portée. On travaille avec des collectivités comme Clermont-Ferrand ou la région pour la valorisation de la future maison d'enfance de Saint-Exupéry, toujours avec cette logique de partir d'une thématique culturelle ou patrimoniale, mais en inventant des modèles économiques viables. Donc, je reviens au fait qu'on est un fonds d'investissement, donc on croit à cette logique économique, et on croit qu'elle est totalement compatible avec une exigence culturelle et scientifique. Et dans nos investissements dans la dimension plus numérique et digitale, je pense notamment à Artips, qui était une des premières sociétés présentes au Forum Eritech, donc c'était là la première édition, et qui a eu cette vraie logique de dire on part d'abord, on amène la connaissance et l'appétence pour la culture, la découverte de lieux, d'artistes, de mouvements artistiques, d'abord sur une forme assez low-tech, puisqu'il s'agit d'une newsletter, mais c'est une newsletter qui touche 1 million de personnes, donc c'est vraiment une façon de toucher un public très large, et qui s'enrichit aujourd'hui par des parcours de micro-learning avec des podcasts augmentés, avec de la vidéo. Donc là encore, c'est d'amener petit à petit ces différents outils-là comme une mosaïque d'accès à la culture et au patrimoine, puisqu'ils travaillent également avec des régions pour valoriser le patrimoine et le faire découvrir. On a investi également l'année dernière dans une société qui s'appelle Emissive, qui fait des expériences en réalité virtuelle. Alors c'est intéressant parce que ce sont des expériences qui se vivent in situ.
Donc là, on réconcilie bien cette dimension de vivre l'expérience sur site. D'ailleurs, leur première expérience sur la pyramide de Khéops était présentée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et ce sont des expériences de groupe. Et puis bon, je vous l'annonce là, on l'a pas encore annoncé officiellement, mais du coup, ça fera le lien aussi avec une start-up qui était à la première édition d'Heritek. Nous avons pris également une participation dans la société Realcast, qui permet en réalité mixte de faire revivre des lieux patrimoniaux avec les personnages qui ont fait leur histoire. Donc là encore, on trouve toute cette dimension d'utiliser de la technologie pour enrichir l'expérience vécue du patrimoine, avec une dimension aussi de jeu qui permet de toucher des nouveaux publics et la possibilité, c'est là où je rejoins également ce que mentionnait Caroline Le Boucher, la possibilité ensuite de le proposer à distance en réalité virtuelle et d'en faire quelque part un peu des teasers qui donnent envie de venir sur site. Donc pour nous, c'est vraiment cette conviction qu'on peut faire du patrimoine vraiment des actifs culturels, mais aussi économiques et moteurs d'emploi, que le numérique permet de les valoriser et de les faire connaître plus largement en amont, peut-être aussi de continuer l'expérience en aval en donnant envie par des parcours de culture générale d'en savoir plus. Et je vais vous citer un autre pan d'investissement d'Arnova. N'hésitez pas à me poser des questions si je vous perds dans la variété de nos dispositifs. Nous avons également dans Arnova une section qui s'appelle Arnova Patrimoine, dans laquelle nous investissons nous-mêmes dans des lieux de patrimoine. Et le lieu sur lequel nous sommes actuellement engagés, c'est un lieu en Île-de-France qui s'appelle le Hangar Y, qui est un ancien hangar à dirigeables qui avait été construit pour l'exposition universelle de 1878, qui est un site absolument remarquable, mais qui jusque-là a été fermé au public et qu'on va faire revivre avec un gros programme de travaux, en lui donnant une dimension qui se rattache à son histoire scientifique autour de l'aéronautique, mais également en le faisant revivre par des activations artistiques et culturelles à destination d'une part des entreprises et d'autre part du grand public. Donc avec une logique où on a un modèle économique qui est viable, pérenne, et une expérience culturelle enrichie, et finalement cette idée aussi d'ouvrir des nouveaux lieux et de faire revivre ces sites sous toutes ces formes que l'association du numérique et du physique permet vraiment de faire vivre. Pour faire le lien avec les territoires et les pouvoirs publics, puisque on a entendu beaucoup d'acteurs publics qui se mobilisent évidemment autour de ces sujets. Nous, on croit beaucoup à l'alliance entre le public et le privé. On a accompagné aussi, dans le cadre du précédent programme d'investissement d'avenir, et Nicolas Orsini était un de nos interlocuteurs sur le sujet, des projets qui visaient à construire des projets innovants associant des acteurs privés, des institutions culturelles et soutenus par les pouvoirs publics. Pour nous, on pense qu'il y a effectivement ce rôle d'amorçage qui est essentiel de la part des pouvoirs publics, mais que c'est aussi en associant des acteurs privés qu'on va pouvoir construire des projets qui peuvent se déployer et trouver leur modèle dans le long terme. Voilà. Merci Solène Blanc. Donc, moi, j'ai entendu deux modalités d'intervention, effectivement, du fonds. La prise de participation dans des entreprises, des industries culturelles et créatives, et notamment des entreprises du numérique créatif au sens large. Et la deuxième, des investissements dans des lieux. Alors, la question, c'est effectivement comment un territoire peut se dire à un moment donné comment je vais associer à un fonds de ce type. Est-ce que demain, voilà, il y a ici un propriétaire de château, Monsieur Beaudebrive, d'ailleurs, qui en profite pour passer son salut à Monsieur Martin Malvik, qu'il a connu dans une autre vie. Mais il a un château, le château de Bouzols. Faut qu'il ait un projet, comment il peut à un moment donné se dire bah tiens, oui, moi je peux mobiliser des fonds d'État, des fonds régionaux, mais j'aimerais effectivement développer l'activité, peut-être faire appel à un fonds comme Arnova. Quelles sont les clés d'entrée, les manières de solliciter le fonds? Alors nous sur ces projets autour du patrimoine, donc on intervient, donc comme je disais plutôt via notre branche Beaux-Arts en conseil en ingénierie, donc on peut penser quel est le modèle et quel est le type d'exploitation de façon très amont. Après, le fonds, il peut intervenir si effectivement on pense qu'il y a
une logique à déjà mobiliser l'ensemble de notre écosystème, qu'il soit de médias, de services et d'expériences digitales. Est-ce qu'il y a un sens par rapport à ça? Est-ce qu'on arrive effectivement à se projeter dans ce modèle économique? Et puis après, voilà, on peut pas faire 50 projets par an, donc il y a vraiment cette logique-là. Aujourd'hui, on est très concentré sur ce projet du hangar Y qui ouvrira l'année prochaine, mais ce sera évidemment pas le seul projet. Et avant même la création du fonds, Frédéric Jousset avait investi également dans la création du relais, l'hôtel du relais de Chambord, qui est également là pour le coup une dimension plus hôtellerie, mais complètement liée en symbiose avec le château de Chambord. D'accord, mais voilà, c'est juste pour qu'effectivement, à la fois les collectivités, les propriétaires de patrimoine se disent, quand je vais voir un fonds, finalement, la règle est toujours la même, j'ai un business plan, je suis ouvert à le travailler. Et on parlait d'ingénierie hier, effectivement, sur ces sujets-là. C'est stratégique de se dire que quand on va voir un fonds, le fonds a aussi un regard sur cette ingénierie. Il peut accompagner la correction, l'amélioration du business plan. C'est une dynamique de dialogue. Donc je pense qu'effectivement, un des enjeux, on l'a dit, sur les industries culturelles et créatives, c'est d'assumer le fait que c'est un secteur économique, d'assumer le fait qu'il est puissant et d'assumer le fait qu'il est pertinent d'y investir et d'y associer le privé. Ceci dit, voilà, pour sortir... Et peut-être je rejoins un propos qui a été tenu par les précédents participants à la table ronde, c'est ce lien qu'il faut faire entre culture et tourisme, puisqu'effectivement, quand on parle d'un lieu, on va se poser la question de son attractivité, à la fois par rapport à ses publics locaux, mais aussi son attractivité au niveau plus large, national et international. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle aussi des externalités positives et qui font partie de la copie. Il y a des conséquences extrêmement vertueuses à tout ça. Alors, si vous le permettez, effectivement, on va regarder cette question de la filière, parce que on le voit, intérêt pour les territoires, stratégie globale de l'État, des acteurs privés qui considèrent que c'est pertinent, et comment on s'organise. Voilà, comment on s'organise et comment on fait filière autour de l'Heritage, Heritage and Technology. On rêve demain que la French Tech s'intéresse à nos travaux. Ce sera le cas tôt ou tard. Il y a la MedTech, il y a la FinTech, il y a des techs de tout ce qu'on veut. Et là où on est très très fort aujourd'hui, il y a plus d'une centaine d'entreprises, un certain nombre sont ici, qui sont des machines de guerre de la numérisation des patrimoines. On a un vrai savoir-faire. Quand j'ai commencé à travailler sur Heritage, j'entendais dire que les Italiens étaient très forts et je me suis aperçu progressivement qu'on était plus fort qu'eux. Pardon Livio. Mais en l'occurrence, comment on fait filière? Et aujourd'hui, il y a des réflexions qui sont à l'œuvre au sein du comité de pilotage d'Heritage, et notamment avec Serge Parianti, qui est le fondateur de Sunedo, et Sunedo qui est une structure co-organisatrice d'Heritage et qui mène la réflexion filière. Merci Sébastien, merci à toutes et tous. Donc, tout d'abord, pour ceux qui connaissent pas encore bien Sunedo, je voudrais rappeler que on accompagne les projets complexes de toutes sortes, qu'ils soient culturels, qu'ils soient managériaux. On travaille aussi bien pour des collectivités territoriales, des institutions, des fédérations professionnelles, des entreprises. Et notre focus, c'est vraiment ça, c'est les projets complexes. Alors pourquoi? Parce qu'on considère que les projets complexes sont, comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, au niveau de la culture en tout cas, sont des projets transformants. Et les transformations requièrent un regard qui, d'après nous, doit faire converger deux types d'expertise que nous avons réunis dans notre entreprise. La première, c'est évidemment l'analyse stratégique qui tourne autour de ce qu'on appelle le marketing du changement. Donc, nous sommes spécialisés en marketing du changement. Et bien entendu, comme toute transformation tourne autour de l'organisation humaine, on a aussi développé une compétence en efficience collective. Voilà, ces deux expertises nous permettent donc de pouvoir faire avancer avec, bien entendu, des partenaires. On fait rarement les choses tout seul. Et encore une fois, avec Sébastien, on a monté depuis le départ Heritage sur la base d'un forum qui représente un socle finalement de transformation. Et quoi de plus complexe finalement que l'émergence d'une filière? La filière de la numérisation du patrimoine est encore très jeune, elle est bouillonnante de créativité, il y a beaucoup d'attentes, des projets qui sont souvent superbes. Sébastien vient de rappeler qu'on est a priori plus fort que les Italiens. Donc voilà, l'idée c'est de travailler là-dessus. Depuis maintenant 3 ans, on collabore donc avec Mon Territoire Numérique sur ces sujets-là. Alors la construction de ce forum
aujourd'hui atteint on va dire un virage. On a réuni, au-delà des informations, au-delà des échanges qu'on a su provoquer avec les différentes parties prenantes de cette filière, on a aussi pu affiner notre regard sur les enjeux. Et je voudrais donc commencer par vous rappeler, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau, rappeler notre vision des enjeux stratégiques de la construction de cette filière. Il y en a 4 principaux. Donc, verticalement, on voit la première évidence, évidemment, la préservation des patrimoines et la valorisation des patrimoines. Et quand on parle de valorisation des patrimoines, on voit qu'on a, de manière quasi systématique, on va avoir un impact sur l'accélération des industries culturelles et créatives. Et qu'on va avoir évidemment aussi un impact sur le développement territorial. Donc qu'il soit dans une dimension économique, touristique, culturelle, on l'a déjà dit, c'est notre principal sujet. Et puis vous voyez derrière, il y a un nuage de mots qui apparaît. Alors on aurait pu en mettre probablement le double, mais c'est pour rappeler aussi que derrière ces initiatives, derrière ces enjeux de premier niveau, il y a une grille de lecture qui peut aussi se faire sur différentes composantes. Donc on peut parler évidemment d'emploi, on peut parler de formation, de diversité, de cohésion. Donc on a aussi des impacts derrière ces enjeux-là qui vont nous amener à traiter des problématiques sociétales, environnementales, au-delà, bien entendu, des problématiques économiques. Alors les objectifs qu'on se fixe en proposant donc finalement d'intervenir, de contribuer au développement de cette filière, donc Mon Territoire Numérique, Suneido, les différents partenaires, l'écosystème existe déjà, même s'il est amené à grandir. Donc le premier de ces objectifs, évidemment, c'est la consolidation et la croissance des acteurs économiques. Donc il y a des compétences, il y a des startups, il y a des entreprises plus ou moins mûres qui aujourd'hui permettent à la numérisation des patrimoines d'exister et de se concrétiser. Ensuite, et on l'a encore entendu dans les discussions de couloir également lors de cette deuxième édition du forum, la chaîne de valeur aujourd'hui manque de fluidité. Donc quand on voit effectivement sa longueur, cette chaîne de valeur, on part des scientifiques, on va rencontrer les architectes, les académiciens, donc il y a de la formation, il y a besoin de conseils, ensuite il y a des techs, donc il y a des technologies qui bougent, souvent elles sont ni françaises et parfois même pas européennes, mais bon, ça c'est des choses qu'il faut aussi regarder. Il y a ceux qui savent manipuler les technologies, il y a les créatifs, il y a les entreprises avec différents modèles. Et bien entendu, à la base, à la source, il y a les patrimoines. Et les patrimoines, c'est les gestionnaires de patrimoine, c'est les élus, c'est les territoires. Et donc, c'est dans une filière naissante, c'est un petit peu compliqué de fluidifier la relation pour pouvoir justement faire à la fois rythme et qualité. Et donc, ça nous amène à nous fixer un troisième objectif, qui est évidemment de contribuer à la détection des potentiels, des initiatives et des projets, et en particulier, une fois qu'ils sont détectés, à faire en sorte qu'ils soient correctement concrétisés. C'est possible évidemment avec un autre objectif qui est la montée en compétence des gestionnaires de patrimoine. On en a parlé aussi maintes et maintes fois. Et il y a les modèles. Alors les modèles, c'est absolument essentiel. Ils sont pas uniquement économiques, hein. Ils sont, comme je le disais tout à l'heure, ils peuvent être sociétaux, environnementaux. Il y a plusieurs attributs au modèle, mais bien entendu, Solène l'a rappelé tout à l'heure, le modèle économique est quelque chose d'absolument essentiel. Et ces modèles-là doivent évoluer de manière vertueuse pour pouvoir justement assurer la pérennité de la filière et les objectifs de développement des patrimoines. Ensuite, il y a le soutien à l'innovation. Alors, quand on parle d'innovation, souvent, on parle de l'innovation au sens technologique, au sens technicité. Nous, ce qu'on regarde par rapport à notre vision donc du développement de la filière, c'est qu'il faut aussi se pencher sur l'innovation méthodologique et collaborative. Ça va, évidemment, parce que ces objectifs sont poreux hein, les uns avec les autres, et cette innovation méthodologique et collaborative va nous permettre, entre autres, de pouvoir progresser dans la fluidité de la chaîne de valeur, notamment. Et enfin, d'un point de vue un petit peu plus macro, donc là, on se retourne forcément vers l'État, il y a le rayonnement des actifs territoriaux. Donc nous, quand on parle de rayonnement avec notre vision de l'évolution de la filière, c'est deux axes finalement. C'est le rayonnement des actifs territoriaux d'une part et du savoir-faire de l'Héritech, donc des acteurs de la numérisation des patrimoines d'autre part. Et ce rayonnement, il faut qu'on puisse le construire à l'échelle nationale évidemment, mais aussi qu'on puisse se tourner
vers l'international à travers différentes actions. Alors, comment on fait ça? On a identifié quatre axes structurants. Donc, le premier, c'est évidemment cette accélération de flux de mise en œuvre. Et comment on arrive à accélérer? C'est en accompagnant finalement les gestionnaires de patrimoine. Et les accompagner en amont. C'est une dimension essentielle qui a été rappelée hier par notamment Adeline Rispal. Un projet doit avoir du sens, et le sens, il se trouve en amont. Et c'est pas uniquement le sens économique, c'est le sens identitaire. Replacer le patrimoine dans son environnement territorial, dans son histoire, et puis savoir aussi le projeter avec un minimum de modernité. Et donc ça, c'est une analyse stratégique qui se fait en amont, qui est probablement incontournable pour la plupart des projets. Alors ça, c'est le conseil, mais c'est aussi avec la formation qu'on va pouvoir amener donc les gestionnaires de patrimoine à se rapprocher des opérateurs. Alors, il n'y a pas de projet, évidemment, sans une cohésion. Donc, les acteurs doivent ensemble, et ils sont nombreux, je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, la chaîne est longue, ils doivent pouvoir apprendre ensemble à manager les projets. Ils sont complexes, et cette complexité, on doit pouvoir la gérer, c'est-à-dire simplifier, fluidifier les choses, comme on l'a déjà dit, à chacune des étapes. Donc, de manière générale, on va distinguer les contraintes de chacune des étapes, hein, évidemment. Quand on rentre dans un processus de décision, on n'a pas la même problématique quand on rentre dans le design d'un projet et dans sa réalisation. Ensuite, il va falloir le marketer, donc pour assurer déjà sa réussite, sa visibilité, et surtout le fait que le projet en lui-même puisse commercialement et d'un point de vue institutionnel aussi rencontrer ses cibles. Il va falloir ensuite réfléchir à comment manager correctement l'exploitation, assurer derrière la maintenance, et évidemment l'évolution, puisque le changement, en fait, c'est quelque chose de perpétuel. Donc, quand on a d'une certaine manière transformé le modèle d'exploitation d'un patrimoine avec des outils digitaux, il faut aussi savoir prévoir de quelle manière tout ça va pouvoir évoluer et vivre. Le troisième axe, c'est la création et le développement d'une plateforme collaborative et d'intelligence collective intégrant toutes les typologies d'acteurs de la chaîne de valeur. Donc, ils sont nombreux. Et Erytech est déjà au cœur de ce dispositif. Hein. Erytech, finalement, c'est ça. C'est de l'intelligence collective. C'est une invitation à la collaboration qui permet de réunir l'intégralité des acteurs. Mais ce qu'on voudrait faire à partir de maintenant, dans le cadre justement de cette accélération de filière, c'est pouvoir le faire tout au long de l'année. C'est-à-dire faire de l'intelligence collective et monter des collaborations tout au long de l'année, pas uniquement ici, au Puy-en-Velay, en octobre. D'ailleurs, ça se trouve, la date sera peut-être amenée à changer. Mais de toute manière, c'est véritable l'enjeu de l'intelligence collective, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Alors, on va faire des tables rondes, on va le faire en présentiel, on va le faire en digital, on va le faire de toutes les manières possibles et imaginables. Et on ne s'arrêtera pas, il y a énormément de choses à faire. Donc, on va pouvoir aussi initier peut-être des think tanks, accompagner des prises de parole, partager des retours d'expérience. Et de tout ça, on va pouvoir sortir des publications, le livre blanc étant une première incarnation de cette activité collaborative entre les différents acteurs. Quatrième et dernier axe, c'est le business. Alors, évidemment, Solène le rappelait tout à l'heure, quand il y a des financements privés et maintenant même publics, il faut qu'il y ait un business derrière, parce qu'il faut qu'il y ait une pérennité. Et les gestionnaires de patrimoine ne sont pas forcément des marketeurs, les formateurs non plus, donc il va falloir réunir finalement des experts qui sont plutôt orientés marketing, business développement, et derrière tout ça, on va pouvoir mutualiser les réseaux, mutualiser les ressources, de façon à structurer finalement un objectif, une activité qui va permettre le rayonnement donc, des patrimoines territoriaux, comme je le disais tout à l'heure, d'une part, et d'autre part des savoir-faire des acteurs de la filière. Et il y a un deuxième enjeu, évidemment, dans cette mutualisation des compétences et des réseaux marketing et business développement, c'est l'expansion des business models et des débouchés d'exploitation des data patrimoniales.
Et on pense notamment à trouver des moyens de marketer, de développer des modèles et de pousser finalement cette exploitation des datas patrimoniales à travers des passerelles dans les ICC. On pense notamment au cinéma, aux séries, au e-sport, au gaming. Il y a beaucoup de choses qui permettent aujourd'hui, à l'intérieur même du marché des ICC, de pouvoir exploiter commercialement donc les datas patrimoniales qui sont issues de la filière de numérisation. Comment on fait tout ça? En réalité, c'est à la fois simple et compliqué. La première chose, c'est deux choses. La première, c'est promouvoir et développer une démarche partenariale, volontariste et participative. Ça peut sembler être un vœu pieux, mais c'est une nécessité, on n'y arrivera pas si on ne fait pas ça. Et puis, le deuxième, c'est la co-construction d'un écosystème serviciel, privé et public. Donc, à l'intérieur de ce système, on va pouvoir réunir des compétences, les faire travailler ensemble pour pouvoir accompagner aussi bien les gestionnaires de patrimoine que finalement les startups, les non-startups, les sociétés un petit peu plus mûres. Et on va pouvoir accompagner les projets, intégrer justement ces nouvelles méthodes managériales pour assurer la fluidité, la collaboration, l'intelligence collective. Et donc, on se doit de créer ce noyau dur de compétences, de mise en relation, de convergence de réseau, de mutualisation des moyens. Et une fois qu'on aura fait ces deux choses-là, la filière sera en tout cas lisible. Et par où commencer? Et ça, c'est le plus simple, en fait. C'est qu'il faut commencer par identifier les patrimoines et en faire des projets. Pourquoi? Parce que se fixer sur la structuration, sur cette mutualisation, sur tout ce qui a précédé dans cette présentation, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est de commencer par du concret. C'est-à-dire, c'est de regarder quels sont les patrimoines qui ont du potentiel, commencer à faire une analyse stratégique sur chacun d'entre eux, monter les projets, et en montant les projets, on va faire tout ce qui vient d'être dit. Et à force de le faire et de le refaire, et pas uniquement sur un territoire, mais sur chacun des territoires, et bien la filière, elle a commencé à se constituer, à se structurer et à performer. On a de la chance, parce que depuis 2 ans, oui, avec Sébastien, on a vu un noyau dur finalement de partenaires. Alors, merci Marc, merci Nicolas. L'État est là, très concrètement, à soutenir Erytech. On a beaucoup de partenaires, on l'a tous vu. Et il y a des expertises qui gravitent, Solène, Atout France, il y a beaucoup d'institutions qui se rapprochent finalement de ces mêmes objectifs. Donc je dis ça pourquoi? Parce que tout ce programme finalement d'intelligence collective, de mutualisation des moyens, de réunion des expertises, d'accompagnement, il est prêt, il existe. Alors il n'est pas fini, mais il y a déjà suffisamment de monde autour d'Erytech qui sont prêts à y aller. Et encore une fois, je parle d'accompagnement et de mutualisation pour qu'on puisse commencer à faire rentrer les projets de numérique patrimonial dans un dispositif structuré tel que celui qui est proposé ici. Donc, pour conclure, je dirais que c'est peut-être pas l'année prochaine qu'on va se revoir, mais en fait, on prévoit plutôt de se revoir demain avec tous les acteurs, donc ceux qui sont ici présents, ceux qui nous suivent en ligne. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de moyens de nous contacter. Sébastien, Éric Pacheco, Margot Lopez, Marc, Nicolas. Il y a aucune excuse. On peut tous commencer demain, même si on se retrouvera évidemment pour le forum l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup Serge pour cet éclairage. Est-ce que nos amis en ligne, en visioconférence, souhaitent réagir à cette proposition de valeur ou alors partager un dernier mot à l'attention de l'Assemblée? Martin Malvy, Monsieur le Ministre. Oui, moi j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt. Je partage beaucoup de ce qui vient d'être dit. Mais je veux revenir parce que ça me semble aussi indispensable. Bien sûr, il faut aider cette filière à se développer, mais nous avons affaire à une multitude d'intervenants, à une multitude d'animateurs de sites et de lieux culturels. C'est inimaginable. Le nombre est extraordinaire. Il faut travailler avec eux. Il faut que ceux-là, et notamment les plus petits,
soit entraîné par le mouvement. Le numérique et le château de Versailles, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Non. Le numérique et le Mont-Saint-Michel, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Mais le numérique et le grand nombre de sites moyens, petits sites qui en ont besoin comme les autres, là, c'est plus compliqué. Or, Madame la directrice de France le sait, nous avons un effort considérable à faire. La crise du Covid a eu cet effet paradoxal, plutôt cet effet de compensation à minima, à la ramener des Français vers des sites français, mais nous avons des efforts considérables à faire au plan national. C'est bien beau de vouloir courir après les 100 millions de touristes étrangers, quand dans le même temps, en 10 ans ou en 15 ans, on perd 15% des touristes français et européens qui vont vers les pays du Sud. Donc on a un travail formidable à faire, mais qui s'adresse à des structures qui ne sont pas les plus grandes. C'est celles-là dans lesquelles il faut attirer davantage de clientèle. Les autres, souvent, sont saturées. C'est la raison pour laquelle je maintiens, je pense que si on n'a pas une structuration territoriale permettant d'amener ensemble l'État, la région, peut-être le département, les communautés, les intercommunalités, mais l'État, les régions à piloter avec les acteurs, en invitant les acteurs locaux, je pense qu'on n'arrivera pas à de bons résultats. On arrivera à des résultats spectaculaires, mais on n'arrivera pas à construire une véritable politique. Je suis d'accord avec vous pour dire que je pense que nous sommes meilleurs que les Italiens, et il faut retenir la leçon qui consiste à ne pas toujours nous considérer comme les plus mauvais, et à réaliser parfois qu'il nous arrive aussi d'être les meilleurs. Voilà, je ne veux pas être plus long. Merci. Merci beaucoup Martin Malvy. Christian Morizard, vous souhaitiez réagir à ce que vient de dire Martin Malvy? Oui, d'abord que je salue, puisqu'on s'est rencontrés plusieurs fois. C'est réciproque. Ouais. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on travaille sur une forme de ruissellement. C'est-à-dire, oui. Je rappelle que nous sommes 34 000 communes à peu près. Avant la réforme de la loi NOTRe, nous étions sur 2200 offices et syndicats d'initiative, et donc 300 stations classées de tourisme. Donc, ce qui montre bien quand même l'intérêt touristique sur un plan national. Aujourd'hui, la compétence tourisme a été élargie, qu'il n'y a pas un centimètre carré de notre territoire qui n'a pas cette compétence tourisme. Mais il est un fait que dans les débats d'orientation budgétaire, quand vous êtes dans une communauté de communes, une communauté d'agglos, une communauté urbaine ou une métropole, c'est pas forcément les territoires les plus touristiques qui sont les plus entendus. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aussi qu'on arrête de se prendre pour le nombril du monde. C'est-à-dire chaque territoire qui a un bien touristique, quel qu'il soit. Et moi, je pense qu'il y a des pôles d'attractivité et il faut effectivement qu'il y ait des relais territoriaux qui font la promotion, après, je dirais, de ce que je pourrais appeler la périphérie touristique. Parce que on ne pourra pas, et je rejoins totalement le président Malvy, on ne peut pas faire la promotion des 20 000 ou 30 000 POI qu'il y a en France sur un plan touristique et d'attrait touristique. Donc je crois que, et au contraire, c'est une forme, je dirais, de décentralisation touristique qui enlève la pression de la surfréquentation touristique sur certains lieux. Il a été évoqué quand même le Mont-Saint-Michel, et en toute chose, c'est que, entre autres, au niveau de ICOMOS et de l'UNESCO, on avait une grande préoccupation sur la surfréquentation du Mont-Saint-Michel, qui plus est, pas sur la partie qui est justement classée au patrimoine mondial. Ben, l'ensemble est classé, mais c'est surtout la partie qui revient à l'État, hein, où on avait des gros problèmes de surfréquentation. Par contre, cette surfréquentation, c'est à nous de travailler avec les territoires, avec les relais territoriaux, pour effectivement diffuser et faire reconnaître. On a la chance d'avoir des centres d'intérêt touristique très forts qui recueillent, on va dire, qui réceptionnent des millions de touristes. C'est après à nous à les répartir sur l'ensemble des territoires. On ne pourra jamais faire la promotion de l'ensemble de tous les points d'intérêt touristique de France. C'est quasiment impossible. Et c'est pour ça que, au niveau
d'ADN Tourisme et de cette transversalité qu'on essaie de mettre en place, c'est de jouer sur ces relais et qui plus est, on en revient au propos, c'est de savoir travailler en interrégion comme en interdépartement, etc. Et que les entités, on va dire, touristiques structurelles doivent exploser au regard de la demande de notre clientèle, quelle qu'elle soit. Il ne faut pas rendre la clientèle captive. Avant, c'était effectivement dans cette notion, et je dirais qu'on ait des ambitions de réception touristique et d'avoir des objectifs. Moi, je pose d'abord une question, sous quelle forme et sous quel accueil? Parce que là aussi, quand même, on n'a pas parlé de l'accueil touristique, mais on a un énorme travail. J'ai été encore interviewé récemment par une commission à l'Assemblée nationale où on a sorti un rapport qui date de 2015 et le rapport, vous pouvez le faire texto encore aujourd'hui. À une virgule près, il n'y a rien à changer. Donc on a encore un énorme travail sur notre accueil touristique et je ne vais pas alourdir le propos, mais quand on voit toutes les difficultés de nos professionnels aujourd'hui à avoir du personnel qualifié pour pouvoir travailler correctement par rapport à leur établissement, on a un énorme travail à faire. C'est sûr que si avec le numérique, on peut donner envie de venir, il faut qu'on soit bien reçu quand on arrive. Une réaction de Caroline Le Boucher à Tout France sur la filière ou sur ce qui vient d'être dit? Oui, merci. Donc, je rejoins en grande partie ce qui vient d'être dit par Christian Maurizard et par Martin Malvy. Qu'est-ce que nous voulons faire? Effectivement, c'est une valorisation économique, n'ayons pas peur des mots, de notre patrimoine culturel. Ça passe notamment par le numérique aujourd'hui. Je pense que l'ensemble des acteurs étaient d'accord sur ce point. Que voulons-nous faire? Effectivement, nous continuer de vous retrouver, augmenter les flux touristiques, mais mieux les répartir, effectivement, pour éviter qu'il y ait des embouteillages à certains endroits, à certains moments sur les territoires français. Et donc, ça passe effectivement par la valorisation locale. Je rejoins complètement ce que vient de dire Christian Maurizard, la valorisation locale par les offices du tourisme notamment, en premier lieu. D'autres points d'intérêt touristique, peut-être moins connus, mais qui sont bien souvent des pépites qui apporteront beaucoup de bonheur à leurs visiteurs. Alors pour ça, il faut effectivement identifier ces sites, mais au-delà du potentiel économique stricto sensu d'un patrimoine, je pense que ce qui est au moins aussi important, c'est l'intelligence collective qu'on peut appeler de façon plus technocratique la gouvernance de projet qui peut être mise au service de la valorisation de ce site, de ce patrimoine, parce que si vous n'avez pas ces deux facteurs réunis, vous n'aboutirez pas à un résultat efficace. Donc, je pense que sur ces deux aspects, effectivement, qui ont été bien identifiés comme étant des nécessités, au-delà de l'accueil, des recrutements, des formations, de l'adaptation des entreprises au numérique, tout ça, effectivement, ça fait partie des enjeux qui font l'objet de propositions dans le cadre du plan de reconquête et de transformation du tourisme français. Réponse début novembre. Merci beaucoup Caroline Le Boucher. Solène Blanc, un dernier mot, une dernière réaction ou un conseil à l'adresse des territoires qui portent des projets ou ont envie d'en porter? Écoutez, moi je souscris complètement à ce qui a été dit et au dernier point de Caroline de Boucher sur le sujet de la gouvernance, puisqu'effectivement l'idée, et c'est je pense l'enjeu de cette logique de filière, c'est de faire travailler de façon collaborative des acteurs qui peut-être n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et sur des sujets qu'on aborde de façon nouvelle, ne serait-ce que par cette dimension numérique. Donc ça doit s'accompagner, ce qu'on a dit, de formation, d'ingénierie, de gestion de projet, mais surtout avoir une gouvernance qui soit peut-être aussi rénovée et repensée pour porter ces projets-là. Merci beaucoup. On voit monter en compétence du côté des services de la culture, des services de l'État, monter en compétence de la communauté des acteurs touristiques, monter en numérique des territoires sous l'impulsion notamment du plan France Très Haut Débit, qui ici s'appelle Auvergne Très Haut Débit et dont le département de la Haute-Loire est partie prenante. Juste avant d'accorder le mot de la fin à Christelle Michel, un dernier mot à Marc Drouet. Dire que les débats, comme à chaque fois à Héritech, sont très riches. Donc j'écoute, je retiens les différentes idées, les différentes propositions. Je suis ravi de voir qu'on partage d'une manière générale les constats, les objectifs. Il va falloir que l'on parte du particulier, effectivement, de nos territoires pour construire quelque chose en commun.
l'enjeu, comme je le disais en introduction, c'est vraiment de sauver ce commun, ce qu'on est capable de partager au sein de notre collectif. Et puis peut-être une suggestion, une réflexion pour l'année prochaine. Il y a un acteur que l'on évoque parfois, mais pas souvent, et qui, de mon point de vue, aura malgré tout, dans ce dossier, un rôle essentiel, sans doute, c'est l'Europe. Il faudra peut-être que l'année prochaine, on invite également des partenaires européens, parce que cette dimension numérique, et pour rejoindre aussi ces idées stratégiques que j'évoquais, elle a incontestablement une dimension européenne. Les géants du numérique, aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, et je pense que l'Europe a un énorme potentiel avec nos régions, avec d'autres pays, et il faudra aussi en discuter. Merci beaucoup Marc Drouet. Christelle Michel, je me tourne vers vous effectivement pour le mot de la fin. Encore merci au département de la Haute-Loire que vous représentez d'avoir accueilli ces 3 jours de débat. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir et qu'est-ce que vous avez envie de partager avec notre audience ? Alors même si le clap de fin a sonné pour la 2e édition d'Héritech, on sera ravis l'année prochaine de participer et de vous accueillir pour la 3e édition, la 4e, la 5e et toutes les suivantes. Je vais déjà commencer mes propos par excuser Marie-Agnès qui est donc au sommet de l'élevage à Clermont, mais qui a suivi avec attention les 3 jours de travaux. Remercier tous les partenaires, tous les participants, les élus qui ont fait que ces 3 jours ont pu être riches en échanges. Et on a bien vu que le département de la Haute-Loire avait sa carte à jouer au niveau du patrimoine, puisque Marie-Agnès vous l'a dit en préambule, le département de la Haute-Loire est très fier de son patrimoine. Elle en a beaucoup et elle compte bien le mettre en valeur via le numérique, mais pas que. On a bien vu pendant ces 3 jours que le patrimoine et le numérique ne s'opposaient pas, mais bien au contraire, il fallait travailler ensemble. On l'a vu à travers tous les témoignages ce matin, hier et mardi aussi. On va prendre le train en marche, on l'a déjà bien pris. Ce n'est pas un début de forum. On a bien vu que le numérique, ça y est, était au cœur des préoccupations des territoires, des élus. Il faut quand même motiver un peu plus les élus parce que je trouve que on n'a pas encore ce réflexe numérique et c'est bien dommage. Quoi vous dire d'autre? Mettre l'accent aussi sur le geste artisanal, le geste numérique qui a été mis à l'honneur là sur ces 3 jours. On voit bien. Je vais prendre l'exemple des dentelières, par exemple, au Puy. Si on peut numériser ce geste, le faire partager, le diffuser à nos jeunes générations, mais pas que, je trouve que c'est important. C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. Et puis remercier, je vais pas être plus longue, mais remercier surtout Sébastien qui a orchestré ces 3 jours de main de maître. Vous accueillir et l'année prochaine, je vous l'ai déjà dit, mais ce sera vraiment un plaisir partagé et j'essaierai d'être un peu plus présente parce que là cette année ça a été un petit peu compliqué, les agendas suite aux élections se bousculent un peu. J'essaierai de suivre les 3 jours l'année prochaine et je serai là parmi vous. Merci à vous, excellente fin de journée, bon retour pour ceux qui viennent de loin, de très loin même, et puis ravi encore une fois d'être parmi vous et de vous recevoir l'année prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Juste avant de nous séparer, de retourner pour la dernière fois voir nos partenaires dans les stands et puis ensuite de prendre un petit buffet ensemble, histoire que vous ne partiez pas le ventre vide. Je voulais juste vous faire part des prochaines étapes. Serge Parianti vous l'a dit, ça commence demain et ça continue. Donc si on peut afficher les prochaines étapes qui sont sur le slider principal, qui sont les prochains rendez-vous Héritech. Donc Héritech sera présent les 28, 29, 30, 31 octobre au Salon du patrimoine culturel. Donc sur l'espace du Geste d'Or et en partenariat avec le Geste d'Or. Donc je vous rappelle, Carrousel du Louvre, 28, 29, 30 et 31 octobre. Et puis les prix Geste d'Or donc seront décernés le 25 novembre.
les lauréats seront prévenus avant, évidemment, et seuls les lauréats seront invités à cette remise des trophées. En l'occurrence, donc ce sera le 25 novembre chez Paprec, une grande entreprise qui est située à la Courneuve. Voilà. Et les prochains rendez-vous d'Héritech, comme l'a dit Serge Parianti, c'est au quotidien sur notre site où nous publions des initiatives dans l'esprit du livre blanc. Donc les territoires qui ont des choses qu'ils ont envie de partager sont invités évidemment à nous les faire parvenir, à prendre contact avec nous à travers le site web, à travers les adresses mail qui sont présentées sur le site web pour nous dire, ben voilà, je fais ça, est-ce que vous pensez que c'est intéressant? Alors oui, on pense que c'est intéressant. Voilà. Donc, bravo à tous pour ce que vous faites au quotidien dans vos territoires. Bravo à toutes les entreprises qui accompagnent les territoires dans ces projets de préservation et de valorisation des patrimoines. Merci à tous les élus, à tous les partenaires, merci à nos amis à distance, merci à Solène, merci à Caroline, merci à Martin Malvy, merci à tout le monde de soutenir, de porter cette communauté Héritech que vous êtes. Voilà. On est tous ensemble pour porter ça et je crois qu'il y a un attachement très fort, on l'a vécu ici, c'est très fort chez les élus du département de la Haute-Loire. Le patrimoine est un élément d'identité, d'attachement, d'enracinement. C'est quelque chose qui nous différencie et qui fait, à travers cette différence, qu'on est encore plus avec les autres et avec les autres communautés humaines. Donc moi, je suis toujours très heureux d'entendre ces travaux autour du patrimoine. C'est un champ que j'ai découvert avec Héritech et depuis, je suis très heureux de voir toute cette humanité et qui se réunit autour de cette culture. Et c'est vrai que je regarde depuis qu'on fait Héritech les GAFAM un peu différemment. Mais voilà, je pense qu'on a le bon côté du numérique et de notre côté, un marteau, ça peut servir à effectivement tailler des pierres ou à tuer son voisin. On a bien compris qu'ici, on était dans la construction d'un patrimoine qui est aussi un patrimoine en construction. Le patrimoine numérique, c'est le patrimoine que nous allons léguer aussi. On est en train d'en fabriquer en préservant et en valorisant les patrimoines qui sont déjà là. Voilà, j'étais un peu trop long, donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Rendez-vous sur les stands, et puis ensuite rendez-vous au buffet, et puis ensuite rendez-vous en ligne, et dans un an, ici même. Merci à toutes et à tous, merci à nos amis en ligne.